Le Club Sexu présente À quoi tu jouis. Moi, j'avais pas de plan de rédaction en me disant, hey, là, vous me demandez, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Je suis de qui, ça a été comme mon fil d'Ariane pour ne pas me perdre. Voilà. Cette phrase était exceptionnelle. Le fil d'Ariane pour pas me perdre. Bonsoir et bienvenue à cet événement Cultiver son imaginaire érotique grâce à la littérature, organisé par le Club Sexu et le Salon du Livre de Montréal dans le cadre de Salons dans la ville. Vous avez le droit d'applaudir à tout moment. Ça peut être un bon moment maintenant. Je m'appelle Laïma Abouraja-Gérald, je suis l'animatrice du balado À quoi tu jouis, produit par le Club Sexu. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir en direct de la magnifique librairie Un livre à soi à Montréal. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais beaucoup remercier quelques partenaires et collaborateurs. Donc, tout d'abord, la brasserie Baldwin, les bières Wheels, Café Limo, Loop, les spiritueux Sancti, Léo, Olivia et toute l'équipe de la librairie Un livre à soi qui nous accueille ce soir. Je remercie aussi les équipes du Club Sexu et du Salon du livre de Montréal. Et un merci tout spécial et même un gros bisou à Justin Roy qui était supposé être à mes côtés ce soir pour l'animation de cette soirée, mais qui est malheureusement souffrant. Donc, on l'embrasse. That being said, donc la soirée de ce soir va être divisée en 2 discussions avec 4 autoristes qui s'intéressent tous et toutes à leur manière à la sexualité, au corps et à l'érotisme. Donc, Juliette Langevin, bonsoir. Sayaka Aranivayanez, bonsoir. Nicolas Giguère, qui est juste ici. Et Nathalie Anne-Roy. Je voulais aussi vous mentionner qu'il va y avoir une période de questions à la fin, donc vous pouvez vous garder des petits signets mentaux là, tout au long des conversations. Et pour ouvrir le bal, je salue donc Juliette et Sayaka qui vont faire partie de notre premier panel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous présente Juliette Langevin. Tu aimes crier, prendre des notes et regarder les gens vivre de petites catastrophes. À voir si on en vit ce soir, c'est à suivre. Tu te dis professionnelle des collections. Tu collectionnes les caresses de chats doux, les bris de vitre dans la ruelle, les talons hauts dans la pisse, les tutus, les poèmes écrits sur le coin d'une table ou de certains lits. Tu as publié plusieurs zines sous le pseudo de Nina Shulman. J'adore. Et donc, Fille méchante, publié à Loi de Cravant, est ton premier livre. Tu y parles sans compromis de travail du sexe, d'amour et d'amitié, shout-out à Céline, I guess, par rapport à ça, de dépendance, de solitude et d'Internet. C'est une œuvre pleine d'humour, de poésie et de violence, dotée d'un puissant sens de l'image et de la dérision. C'est surtout de ce livre-là que tu vas nous parler ce soir. Merci d'être là. Et Sayaka Araniva-Yanez, tu es artiste multidisciplinaire originaire du Salvador, basée à Montréal. Tu es libraire et co-gestionnaire de la librairie féministe Le Guélion. J'étais. Tu étais. Pardon. OK, parfait. Et membre de l'équipe éditoriale des éditions de la rue d'Orion. Est-ce que ça, c'est toujours actuel? Je suis. Tu es. Dans ton écriture, tu explores des sujets aussi variés que la gloutonnerie, les talismans, les voyages dans l'au-delà et le carnavalesque. Plusieurs de tes textes sont parus dans des revues et dans des collectifs. Tu es là ce soir pour nous parler surtout de Je regarde de la porno quand je suis triste, qui est ton premier livre publié aux éditions Triptyque en février 2024. Et tu as d'ailleurs remporté le prix des libraires du Québec 2025 dans la catégorie Poésie avec ce livre. Et je voulais juste ajouter que Juliette, ici, a gagné le même prix l'année passée. Merci de le mentionner. Oui, merci de le mentionner, c'est super. Exact. Donc, Sayaka, pour concevoir ton livre, tu as récité des poèmes à un bot intégré à ton ordinateur pour observer ce que la machine te renverrait. Et ces échanges intimes, où l'IA se comporte tour à tour comme un dieu et comme une amante, ont donné vie à une poésie explosive, à la fois pornographique et mélancolique. Merci beaucoup d'être là. Et d'avoir aussi précisé le prix de Juliette que j'avais lamentablement oublié. Non, il n'y a pas ça. Donc, je vous lance tout de suite une première question. Comment est née votre envie d'écrire sur le désir, sur le corps et sur l'érotisme? Je suis quelqu'un qui est
hyper sexuelle dans mon quotidien depuis l'enfance. Je pense que la majorité des actions que j'ai portées et des choix que j'ai faits étaient en fonction de près ou de loin au cul. C'est clair. Fait que pour moi, c'était une évidence que mes textes allaient tout le temps se rapporter à ça d'une manière ou d'une autre, tu sais. Ben, same. Je pense que j'ai été intéressée par le sexe depuis le début de mon adolescence. Mais honnêtement, quand j'ai commencé à écrire, je ne pensais pas que j'écrivais un livre, donc je n'avais pas nécessairement d'intention non plus quand j'écrivais. En fait, c'était une période dans ma vie où c'était très dark et où, heureusement, c'était une époque où j'étais tellement en dépression suite à de multiples abus sexuels où, pour moi, me masturber à ce moment-là, c'était comme la seule manière de me rappeler que j'avais un corps. Donc, j'ai l'impression que en faisant ça, simultanément que j'écrivais, on dirait que ça l'a juste comme taché d'une belle manière, là, parce que c'est pas une saleté, en fait, pour moi. Mais ça l'a vraiment marqué le papier, marqué les mots que j'employais, je pense, puis la manière dont j'ai déployé les corps, tu sais, les multiples corps qu'il y a dans le livre. Donc, désolée, c'était un peu de trauma dumping. On aime quand c'est sale, de toute manière. Puis justement, vous qui vous intéressez à ce sujet-là depuis tellement longtemps, est-ce que dans vos parcours respectifs, il y a des œuvres érotiques qui vous ont donné envie d'écrire à votre tour? Ça peut être des œuvres littéraires, mais ça peut être dans d'autres domaines aussi. Je suis en train de passer en revue toutes les pornos que j'ai écoutés. Moi aussi, je pensais OK. Donc, la porno, oui. la porno, ça vous a Ben, influencé? Oui, absolument. Ok. Pour moi, oui. Ouais, vraiment. Ben moi, ça a été une grande addiction de mes genre 10 à 15 ans, là. J'étais vraiment obsédée et accro à la porno. Puis dans la même période, dans le fond, pour mettre en contexte un peu, un de mes premiers boulots quand j'étais jeune, ça a été d'aider mon père, en fait, à archiver. Parce que mon père s'est occupé de faire le site web post-mortem de Nelly Arcan après qu'elle soit décédée. Puis, ben, mon premier job, à genre 12-13 ans, c'était d'archiver tous ces textes, puis de toutes les scanner, les archiver. Puis... Donc, j'ai lu littéralement toute Nelly Arcan vraiment jeune aussi. Ça, comme, c'est venu comme... Trop jeune? Penses-tu que c'était Non. trop jeune, non? Non, absolument pas. Parce que je pense que j'ai crissement une belle vie puis que je suis vraiment crissement cool. Yeah. Puis je pense Fait que all que good. de lire des choses qui peuvent être super trash, qui sont dans l'hyperviolence ou dans l'hypersexuel, c'est pas quelque chose qui nécessairement va impacter négativement la vie de quelqu'un. Je pense juste que justement, ben, on a tout notre parcours différemment avec ça. Puis, mais ouais, fait que moi, je dirais que c'est sûr que Nelly Arcan m'a inspirée à quelque part, mais je lisais aussi beaucoup. Je me suis mis beaucoup à lire, genre plein de vieux dudes des années 70, puis ils parlaient tout le temps d'érotisme, puis ils hypersexualisaient tout le temps le corps, puis tout, puis c'est comme rentré dans ma tête d'une manière ou d'une autre. Puis c'est venu se loger un peu à l'intérieur de moi, puis je pense que j'ai réussi à tordre ça pour en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant avec le temps. Puis, fait que je dirais peut-être que ça, c'est des influences que j'ai eues. Ça, Fait que la porno puis des vieux dudes. Ouais, exact, ouais. Puis, ouais. Puis le hentai que tu as Le mentionné hentai aussi. aussi, parce que c'est C'est beaucoup... moi aussi. Ouais. OK. Moi, je dirais que il y a deux aspects auxquels je pense vraiment, notamment, oui, la pornographie. À cette époque-là où c'était vraiment dark, puis où j'avais clairement un malaise avec les corps, là, c'était vraiment un profond malaise, je me suis mis à consommer avidement de la porno, mais en mode ASMR. Donc, c'était pas du visuel, j'écoutais vraiment des voix, en fait, puis c'était plusieurs personnes que j'écoutais, puis c'était vraiment juste du audio, dans le fond. Puis je pense que ça l'a inspiré mon livre dans le sens où j'ai voulu faire quelque chose d'hyper immersif, mais aussi quelque chose où la parole se soutient seule, où la parole est solennelle en quelque sorte, où la parole est corps. Donc, je pense que d'écouter de la porno ASMR, ça m'a vraiment comme lancé dans cette perspective au niveau de l'écriture, mais aussi, puis je veux pas me citer parce que je trouve ça un peu cringe, mais... Ben, regarde, tu peux te citer. OK, C'est le salon du livre. dans le livre, il y a un moment où je parle
que à l'orgasme, Dieu est un peu comme une empreinte que je vois partout. Puis je pense que quand j'écoutais cette porno ASMR, d'écouter cette espèce de voix là, que je voyais pas nécessairement, ça m'a aussi lancé dans une espèce de truc mystique, là. Puis ça m'a comme vraiment intéressée. Donc, puis c'était une époque aussi, mais je le suis encore, je suis vraiment obsessif, là, mais à cette époque-là, je l'étais encore plus. Puis là, j'ai commencé à aller lire genre tous les écrits des nonnes mystiques du Moyen-Âge, puis de leur rapport justement comme hyper jouissif à la parole sainte, à Dieu, puis là, aussi les pèlerinages du Moyen-Âge où t'avais des espèces de doudes qui allaient s'enfermer dans des châteaux avec juste du pain puis de l'eau, puis là, ils se mettaient comme à halluciner, puis là, parce que j'étais vraiment dans tout ça. Fait que ça, je dirais que ça, c'était comme la première phase. La deuxième phase, qui est comme... J'aime ça, puis en plus, Nathalie, t'es là, puis j'en ai parlé, à un moment donné, on était dans un épisode, un balado ensemble. Puis la deuxième phase, c'est que j'étais tombée, parce que j'étais vraiment sur Internet, puis j'étais tombée sur une vidéo, peut-être que certaines d'entre vous connaissent cette vidéo. C'était une vidéo de My Strange Addiction, où il y avait un jeune homme qui parlait, en fait, de sa relation avec son char. Puis c'était une relation, c'était une relation hyper charnelle, mais hyper affective et aussi, j'ose dire, hyper romantique, là. C'était assez particulier. Puis moi, j'ai pas vu ça comme quelque chose d'étrange. Tu sais, je pense que j'ai approché ça vraiment avec beaucoup de curiosité et de bienveillance. Puis j'étais absolument fascinée par le fait que je me retrouvais moi-même attirée d'une certaine manière par les courbes du char. Puis ça m'a vraiment travaillé. Puis je pense que c'est pour ça, effectivement, qu'il y a une machine, peut-être, dans le livre. Peut-être que c'est justement cette espèce de première rencontre avec cette automobile. Entre l'humain et le non-humain? Ben, exactement. Puis je pense que j'ai toujours été intéressée par le rapport entre l'humain et le non-humain, surtout quand il y a de l'affect qui se mêle à ça. Donc, je dirais que c'est comme les deux. Mais bien évidemment, j'ai été inspirée aussi par des œuvres littéraires ou cinématographiques. Puis rapidement, je pense à Titane, là, aussi, quand on revient un peu dans la machine, puis on revient justement dans la sexualité, la sexualité qui concerne des corps étrangers, disons. Donc, je pense que c'est tout le temps des éléments qui m'ont beaucoup habité. Puis aussi Crash de David Cronenberg qui m'a aussi vraiment hantée. Ou sinon, des autoristes ou des écrivains comme Dennis Cooper. Je pense que dans un de ses livres, il parle, puis là, j'ai oublié c'est quoi le livre, je suis désolée, Denis, mais il parle, en fait, des échecs du langage, comment, à certains moments, on est possédé par des désirs qui sont tellement loufoques, qui sont tellement fantasques, que même les éléments de distanciation qu'un langage pourrait permettre ne suffisent pas à pouvoir le partager à autrui. Donc, on se retrouve enfermé par ce désir-là. Puis je pense que ça m'a vraiment inspirée aussi, dans le sens où ça m'a comme lancé justement on mélange automobile à mystique, à tout seul, à déprimé, à orgasme. Puis je pense que c'était juste un énorme état d'altérité. Boss. J'ai envie qu'on plonge un petit peu plus dans vos processus de création puis vos processus d'écriture. À moins que Juliette, tu voulais ajouter quelque chose. OK. Je suis absolument hypnotisée par ce qui vient de se passer. Je suis prête pour la prochaine question. Ben, vous avez tous les deux tendance à vous tourner vers la poésie, vers quelque chose de plus poétique. Pourquoi est-ce que ce médium-là, ou plutôt comment est-ce que ce médium-là sert à transmettre ce que vous avez envie de transmettre justement par rapport à tous ces sujets-là? OK. Moi, j'étais libraire à Le Guélion, comme on disait tout à l'heure. J'étais. Mais avec beaucoup d'amour. Hein. J'ai travaillé là pendant 4 ans, puis c'est comme l'un des meilleurs lieux, à mon sens, à Montréal. Mais à cette époque-là, je détestais la poésie. OK. Mais amèrement, quand j'ai commencé à être libraire. Puis, je me suis rendu compte que c'était comme une relation, je pense, un peu étrange, où je détestais la poésie parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas la posséder. Puis là, je me suis surpris justement à avoir un comportement de dude, là. Genre, tu sais, je veux dire, what the fuck? Fait que là... Peut-être les mêmes vieux dudes qui ont inspiré Juliette. Exactement, les mêmes vieux dudes. Fait que là, j'ai voulu déconstruire cette espèce d'internalisation du machisme ou du macho, puis je me suis rapprochée de la poésie, puis je me suis complètement abandonnée dedans, puis j'ai lu beaucoup de poésie, mais j'ai jamais pensé que je pouvais en écrire. Puis c'est aussi que l'affaire, c'est que quand je pense à mon écriture, je pense pas à écrire de la poésie parce que moi, je vomis, en fait.
c'est ça, mon écriture. C'est vraiment juste des C'est ce espèces qui de... sort. C'est ça, c'est ce qui sort. C'est des espèces de jets sales que... Puis j'ai eu... Puis c'est pour ça que dans l'écriture du livre, j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire en vers. Puis pour moi, ce qui est plus facile, c'est la prose parce que dans mon processus d'écriture, j'ai fait beaucoup de drogue. Puis j'ai beaucoup expérimenté, notamment avec la kétamine. Puis c'était comme des espèces d'états, justement, où tout ce qui pouvait en ressortir après, c'était du vomi, littéralement, là. Donc, c'est pour ça que j'avais l'impression que les vers, on dirait que ça coupait le souffle, comme si ça pouvait couper le trip ou ça pouvait m'emmener au bad trip. Puis j'ai l'impression que la prose, au contraire, ça embrasse cette espèce d'état de désimidation, d'état comme je disais tout à l'heure, d'altérité, où le souffle est inexistant, en fait. On est vraiment juste dans un étourdissement pur et total. Les lumières se ferment, il n'y a absolument rien d'autre, même pas soi-même. Puis je pense que la prose a cette espèce d'élan où on a tendance à s'oublier dans la lecture, puis on est complètement absorbé par les images, notamment. Donc, je dirais, je sais pas si ça répond à la question. Ben oui. Ok. Ça répond très bien. Mais c'est drôle parce que c'est un peu similaire pour moi. Oui. Mais je pense qu'on s'en était déjà Oui, on parlé. s'est déjà parlé, oui. Parce qu'on a quand même, pour ceux qui ont ouvert nos 2 livres, on a quand même un format d'écriture qui est similaire. Donc, on a quelques poèmes au travers de certaines pages qui sont recouvertes de texte. C'est juste des blocs, pas de points, pas de virgule. C'est très libre, c'est des formes très libres. Ouais, puis c'est très crachat. Moi, je dis crachat. Toi, Ouais. c'est vomi. Moi, c'est crachat. Yeah. Mais on a ça en commun. Je pense que un peu comme toi, j'ai de la difficulté à qualifier mon propre processus parce que souvent, c'est un peu comme une transe, c'est un peu comme un trop-plein qui doit sortir. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup en colère aussi, là. Moi, je suis vraiment propulsée par la colère puis par la rage en général, envers moi-même ou envers les autres. Puis, je pense que moi aussi, j'aime pas trop la poésie en général. Pourquoi? Parce que je trouve ça généralement mauvais. Mhm. Puis après, il y a des poètes puis il y a des écrivains qui ont écrit des choses qui m'ont renversée puis que je porte avec... Genre, ces livres-là, je les porte avec moi puis je vais forever être jaloux et grateful d'avoir pas écrit ça, mais d'avoir pu les lire. Mais je suis quelqu'un qui est pas très bon en français, qui écrit pas très bien. Je me targue d'être bon en poésie parce que j'écris très mal. Puis la poésie puis la prose, c'est les seuls espaces, en fait, où ça passe. Oui. Où on est... Oui. où on peut me donner du crédit pour quelque chose dans lequel je considère que j'ai pas une très grande, disons... comment tu dis ça? Quand tu travailles d'une manière stable. Discipline. J'ai pas une très Ok. grande discipline, j'ai Moi pas non beaucoup de plus. rigueur, puis c'est un des seuls endroits qui te le pardonne. À part ça, sinon, c'était quoi déjà la question? C'était la poésie, la prose. Oui, pourquoi- ben c'est ça. Pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers ces formes-là, mais vous avez répondu par du Mais- crachat et du vomi? Mais- C'est clair quand même. Est-ce que je peux... Attends, vas-y. Après ça, je rebondis sur toi. Vas-y. C'est que je pense aussi que quand tu fais de la poésie puis de la prose, puis que justement t'écris un peu de manière fleuve, ça permet quand même, contrairement à le format roman, par exemple, où il y a une narration très claire qui doit être créée, tu peux justement te laisser aller complètement au ressenti des choses, puis en même temps, ça permet d'y donner à la fois un côté hyper réaliste par une description toujours de plus en plus poussée, puis en même temps de plus en plus lyrique et farfelu et grotesque. Puis c'est cette espèce de clash-là que moi, j'adore dans la prose en général. ouais. Puis je pense aussi que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les règles. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup me faire dire quoi faire. Et j'aime pas trop dire quoi faire aux autres, je dois l'admettre. Ce qui fait que, pour moi, de mettre des points, de mettre des virgules, de dire aux gens où respirer, quand et comment, je trouve ça super fucking malaisant. Fait que oui, en fait, d'utiliser une écriture qui est libre permet aussi cette liberté-là. Après, on rebondit sur la personne qui lit le livre. À la seconde où quelqu'un en a marre de mon texte, il peut fermer le livre, il peut arrêter la phrase, il peut switcher de page. C'est pas grave. De toute façon, la ligne narratrice, déjà très floue, déjà très incompréhensible. Skipper les bouts qui vous plaisent pas, ça me fait plaisir. Puis voilà. Donc, tu accordes au lecteur ou à la lectrice la même liberté que tu t'accordes quand tu Oui. écris. Oui. C'est intéressant.
Puis c'est Vicky Gendreau qui avait dit un truc à Ah un moment donné, ouais. je pense que c'est dans Testament, elle dit, je me rappelle plus exactement, là, je vais misquote, là, mais les gens qui mettent des points à la fin de leur poème ou de leur phrase, moi, je m'en méfie. Puis peut-être que j'ai lu ça, puis que depuis, ça m'a permis aussi de mettre des mots puis sur un sentiment, tu sais. Dis-moi pas quoi faire quand je lis un livre. Franchement. Ah oui, j'allais rebondir, pardon, j'ai comme oublié. J'étais tellement embordée par ce que tu disais. Mais parce que tu parlais du langage, puis justement, pour moi, je me suis rendu compte, pour moi, le langage, c'est un outil profondément colonial, notamment le français, on va se le dire. Puis je pense que pour moi, dans ma pratique, j'ai utilisé un français, disons, soigné, là, whatever, comme on appelle ça. Moi, j'ai mis des points, mais pas de majuscules. Mais j'ai employé un langage. Quand j'ai publié mon livre, il y a plein de monde qui m'ont dit « Oh my God, wow, tu parles pas comme t'écris. » Effectivement. Puis je pense que j'ai employé un langage soigné pour décrire de la crasse, parce que pour moi, c'est une manière de justement de faire de la subversion, notamment aussi par les scènes sexuelles que je décris dans mon livre, d'utiliser un langage propre pour décrire la souillure. C'est vraiment jouissif. Quand vous écrivez ces scènes-là, quand vous écrivez la sexualité, le désir, les corps, est-ce que vous pensez à l'effet que vous allez créer chez le lecteur ou la lectrice? Mais je sais que tu veux pas dire aux gens quoi faire, mais est-ce que ça te traverse l'esprit? En règle générale, non. C'est arrivé une seule fois, en fait, dans ma vie où j'ai eu cette réflexion-là. Puis c'était vers la fin du retravail de mon manuscrit pour Filles méchantes. Parce que on arrivait probablement à la fin du processus. Puis là, je commençais à penser plus à ce qui allait se passer une fois que ça allait être publié. Parce que c'est pas du tout quelque chose qui me traverse ou qui m'habite en règle générale. C'est ça, moi, la majorité de ma carrière littéraire, en fait, elle se passe sur des scènes, quand je lis des textes devant des gens. Puis si jamais ça m'a traversé l'esprit, « Oh mon Dieu, que vont-ils penser? Vont-ils me juger? Vont-ils être choqués par mes mots? » J'en ai rien à battre. Puis, de toute manière, le sexe, le cru, le sale, ça choque, donc ça fait que les gens t'écoutent. Ce qui est une assez bonne tactique quand tu lis des choses dans un bar où les gens sont en boisson. Mais oui, donc à la base, c'est ça. Ça m'est arrivé une fois, puis je pense que c'est parce que j'avais fait l'exercice, puis j'aurais pas dû faire l'exercice, où là, j'ai relu mon manuscrit au complet en me disant, est-ce que je parle de sexe ou de moi à toutes les pages? La réponse était oui, et ça m'a fucking angoissée, parce que là, j'étais juste gênée all of a sudden, puis heureusement, ça m'est pas réarrivé depuis, parce que c'était vraiment bouleversant pour moi, là. Gênée, genre pudique? C'est venu chercher une pudeur? Plus comme, pas nécessairement une pudeur, parce que je crois que je suis pas quelqu'un de très pudique en général, mais un peu un genre de... En fait, c'est que j'avais peur, je crois, que les gens aient pitié de moi, parce que c'est aussi un livre sur la santé mentale, la consommation, l'addiction, plein de trucs. Fait qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de choses tristes au travers de ces textes-là. Donc, je parlais de moi, je parlais du sexe, qui sont des choses qui sont pas nécessairement tristes de facto, mais parce que j'y mêlais du tragique, du tragicomique, puis un peu du drama, j'avais peur que ça me définisse d'une manière qui était pas pathétique, mais triste aux yeux des gens. Puis c'est pas quelque chose que je veux vraiment mettre de l'avant, parce que je travaille déjà assez dur pour pas être triste, point. Ou trop en colère. Fait que voilà, j'espérais que les gens s'inquiètent pas trop. Comme de fait, il y a plein de gens qui sont inquiétés, qui sont venus me parler après la sortie du livre. Mais c'était... ça s'est bien passé, finalement. J'ai pu rassurer tout le monde. C'était quoi la question? La question, c'est si tu penses à l'effet que tes mots vont provoquer chez le lecteur ou la lectrice pendant que tu écris. Moi, pendant que j'écrivais, je n'étais pas au courant que des gens allaient me lire, parce que justement, j'écrivais pas un livre, j'étais juste en train de vivre un trip de kétamine, puis de solitude, puis de porno, là, fait que je pensais pas nécessairement que les gens allaient voir ça. Mais ce qui est important à
réalisé, en fait, ça a été important pour moi de réaliser, c'est que j'ai grandi dans une famille évangéliste. Puis que le livre, il sortait, puis que, tu sais, mes parents, peut-être, qu'ils allaient tomber dessus. C'est une bonne et une triste nouvelle que mes parents, bon, pour eux, le français, c'est pas leur première langue, comme ça l'est pas pour moi non plus. Mon père, il sait pas lire le français, puis ma mère, elle a appris le français dans un registre vraiment plus bureaucratique pour travailler. Donc, la poésie, ce n'était pas accessible. En tout cas, la poésie que moi, j'ai écrite n'était pas accessible pour mes parents. Donc, finalement, cette angoisse, elle s'est éclipsée assez rapidement après la sortie de mon livre, mais c'est quelque chose qui m'a habité quand même. Toutefois, je pense que là où j'ai réalisé, juste, j'ai fait ces réalisations-là, que les gens allaient me lire, puis que j'ai peut-être agi en conséquence, c'est dans la période d'édition aussi. Parce que là, je pense que quand on rentre dans la période d'édition où on est comme dans un contact direct avec une personne qui nous lit puis qui travaille notre écriture, puis là, on se dit, ben forcément, d'autres personnes vont le faire aussi quand le livre va sortir. Puis moi, à ce moment-là, avant de réaliser que j'avais des parents évangélistes, j'étais vraiment dans une obsession totale avec le dégoût. Je voulais vraiment travailler le dégoût. Je voulais que les gens me trouvent dégueulasse. Une belle chose qui s'est produite, c'est que j'arrive à le juxtaposer avec un émerveillement aussi. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment cool que je trouve. Parce que, c'est tout ce qui est de l'ordre que j'ai vraiment injecté dans le livre, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la souillure, c'est-à-dire la salive, le sang, la sueur, la cyprine, le sperme, ce qu'on pourrait décrire comme, je sais pas quoi, là, il y a beaucoup de personnes peut-être qui ressentent de la pudeur face à ça. Pour moi, tous ces liquides sont des points de transmission. C'est un échange, puis c'est important pour moi de le mettre en scène de cette façon dans le livre, que ça soit autant habité par ces points de rencontre, en fait. Puis aussi, justement, d'y apporter cette espèce d'émerveillement, de créer des tensions affectives, des tensions esthétiques. Parce que, en fait, toutes ces choses-là que je viens de nommer de l'ordre de la souillure, en fait, c'est du vivant. On est vivant. Nous sommes des corps qui parlent, qui s'échangent, qui s'embrassent, qui se vident. Donc, pour moi, c'est important de le mettre en scène parce que je pense que c'est un crime d'enfermer le corps pulsionnel dans la propreté, dans la pureté. Pour moi, c'est un crime majeur. Donc, je voulais le dénoncer en faisant ce que j'ai fait. C'est intéressant parce que vous avez tous les deux mentionné la pornographie visuelle comme des inspirations très tôt dans votre vie. Selon vous, qu'est-ce que les mots et qu'est-ce que la littérature peut provoquer ou entraîner comme effet que les images ne peuvent pas? Ben, beaucoup de liberté, je pense. Parce que sans image directement sous tes yeux, ben, ton cerveau n'a pas le choix d'en créer. Mm-hmm. En tout cas, pas tous les cerveaux. Apparemment, neurologiquement, on est tous faits différents, puis c'est pas tout le monde qui voit en image. Là. Mais je pense que quand, justement, tu te plonges dans l'écriture de quelqu'un, que ce soit un roman érotique, que ce soit, comme tu mentionnais, de la porno, mais sonore et tout, souvent, je pense que ton cerveau va être poussé à vouloir remplir les trous, sans pun intended. Puis, ben nécessairement, en fait, c'est que ça force ton esprit à connecter avec ta propre sexualité puisque tu connais de l'érotisme, en fait, pour créer des choses qui vont continuer à magnifier, en fait, ce que tu lis ou ce que tu entends. Alors, ça crée une attitude qui est plus active, Je pense selon que toi? oui. Je pense que ça crée nécessairement, t'es moins passif dans ta consommation pornographique ou dans ta... Lorsque justement tu l'écoutes. Parce que moi aussi, j'en ai écouté beaucoup. Moi, je trouve ça vraiment fucking sexy, là. Ouais, c'est cool. C'est une bonne question, I guess. C'est vraiment une bonne question, mais je suis la pire personne pour répondre à ça parce que je suis complètement accro aux images, là, genre vraiment. Puis je pense même encore à ce jour, j'ai brûlé mes neurones parce que je passe tellement d'heures sur TikTok. Puis c'est vraiment difficile pour moi Pour moi, c'est mélangé, en fait. Pour moi, les images et la littérature, c'est la même chose. J'ai de la difficulté à imaginer une littérature sans images, puis même à imaginer une image sans littérature. J'ai l'impression que tout ça se mélange. Donc, peut-être que c'est juste moi aussi, là. Genre, je suis psychotique, là. Fait que peut-être que, genre, c'est moi qui ai mélangé dans toutes mes affaires. Mais pour moi les deux sont ensemble. Mais c'est peut-être aussi parce que moi, je lis beaucoup plus de la prose. Je lis pas beaucoup de poésie. Je lis vraiment plus de la prose parce que j'ai besoin d'être inondée par les images. J'ai besoin d'être littéralement, d'assister à un déferlement, on dirait un trop-plein. Vraiment, j'ai besoin d'être complètement saturée d'images. Donc, pour moi, c'est un peu similaire. Mais dans ma manière de les consommer, les deux, en fait. Ah oui, OK.
Ça vient chercher la même chose dans Ouais, ton imaginaire. ouais. OK. Puis, concrètement, comment vous vous y prenez quand vous écrivez pour générer soit peut-être de l'excitation ou justement du dégoût? Comment on fait pour choisir les mots, choisir les images? Veux-tu te Ouais, lancer? ok, je peux y aller. Ben, justement, moi, c'était plus, vu que j'étais dans un... Je pense que quand j'écrivais ça, tout à l'heure, je parlais d'une espèce de réappropriation de mon corps. J'étais aussi dans une période où j'étais à la découverte de mon propre désir. Donc, ce que j'explorais, c'était pas nécessairement le désir ou le dégoût de la personne qui allait me lire, parce que encore, je n'étais pas nécessairement conscient que les gens allaient me lire. Donc, pour moi, c'était plus qu'est-ce qui allait, moi, m'exciter, qu'est-ce qui allait, moi, me choquer. Donc, j'étais vraiment dans un rapport très intime à moi-même parce que c'était vraiment une période de réappropriation du fantasme, réappropriation du corps, réappropriation de la parole à l'intérieur même de cette intimité parce que après tout ce que j'avais vécu, notamment je parlais des abus sexuels, c'était vraiment difficile pour moi de m'imaginer dans cet espace, dans cet univers. C'était difficile pour moi d'imaginer que je pouvais à nouveau posséder une sexualité qui était propre à moi, en fait. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce qui pouvait, moi, m'atteindre plutôt. Puis, j'ai trouvé quelque chose de... En fait, c'est magnifique ce que le livre a pu créer pour moi parce que aujourd'hui, j'ai un rapport beaucoup plus sain avec ma sexualité, en fait. Puis, je pense que c'est que ce livre m'a permis cet espace vraiment comme je dis, de réappropriation, d'exploration, de découverte, de destruction aussi. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, ça me fait penser parce que dans le fond, moi aussi, ça a pris du temps en fait avant que mes textes deviennent un projet de livre. Là. J'ai écrit pendant à peu près à partir de mes 19 ans. Puis c'est ça, c'était 4-5 ans d'écriture en fait qui se sont transformés en un manuscrit. La majorité des choses, je les écrivais pour les lire devant du monde dans des micros verts au bistrot de Paris, etc. Puis c'était pas vraiment pensé, je pense, pour devenir un texte. C'est pour ça que ça a pris quand même du temps. En fait, le processus d'édition a pris presque 2 ans, en plus des 4-5 ans d'écriture. C'est plusieurs phases. Il y a beaucoup de phases. Ouais, c'est genre, je pense que c'est probablement comme ça pour toi aussi. Ouais. C'est des textes qui ont été réécrits et puis réécrits et puis réécrits, réagencés, découpés, montés. Fait que c'est sûr que moi, je pensais pas vraiment en fonction de provoquer quelque chose. Faut dire aussi que j'ai pas une très bonne imagination. Fait que j'écris un peu juste comme si c'était mon journal intime. Puis ensuite de ça, je parviens à le faire d'une manière assez intéressante pour que d'autres gens y trouvent un intérêt, je pense. Alors, ta propre expérience est beaucoup Ouais, convoquée quand t'écris. Ouais, c'est ça. Donc, comme tu dis, c'est aussi... En fait, c'était d'habiter cet espace-là avec moi-même, en fait. Cet espace de transe-là d'écriture, c'était vraiment justement de connecter avec mon émotivité, de connecter avec mon vécu, de connecter avec ce que je voulais ou ce que je n'avais pas ou ce que je n'avais plus. Faut dire aussi, c'est ça que, à part écrire, moi, je suis TDS. Fait que déjà, ce que je représente pour bien du monde, c'est dégoûtant, c'est tabou. Puis de juste TDS, parler... travailleuse du sexe, pour travailleuse les du gens sexe, qui de savent juste pas. parler de mon quotidien là-dedans et tout, sans même y penser, sans même le vouloir, je sais que ça va provoquer des réactions variées, en fait, si du monde lit ces textes-là ensuite. J'ai pas nécessairement à le planifier, tu sais. Fait que j'y pense pas vraiment. Je pense que c'est justement, comme tu disais, vraiment une connexion avec soi, se recentrer vers nous, vers notre quotidien, vers notre désir ou notre non-désir, puis devenir tap-in là-dedans, en fait. Mais c'est fou parce que je nous entends parler, puis j'ai l'impression que le dégoût est comme quand même vraiment présent, là, tu sais, dans notre rapport à la littérature ou à la sexualité. Puis, tu sais, moi, je me dis, je me suis rendue, tu sais, tu parlais d'imagination. Moi, depuis que je suis enfant, on dit que j'ai trop d'imagination, mais finalement, on a découvert que j'étais juste psychotique, là. Puis c'est correct aussi, là, les deux peuvent cohabiter, mais je pense que aujourd'hui, on dirait que quand les gens me disent « Oh my God, c'est tellement intense ce que t'écris », pour moi, c'est comme... C'est parce que je sais que mettons, il y a des affaires là-dedans que j'écris qui étaient des hallucinations que j'ai réellement vécues, des délusions que j'ai réellement vécues. Puis je me dis, en fin de compte, on s'en fout de tout ça parce que les corps malades peuvent aussi désirer puis être désirables aussi. Puis je pense que c'est quelque chose de vraiment important
à parler, puis à dire, puis à répéter, puis à mettre dans l'espace public, puis détruire ce dégoût, en fait, envers les corps étrangers ou les corps marginalisés de toute façon que ça puisse être. Donc, je trouve ça intéressant comment le dégoût, quand même, il est présent, mais aussi, Non je nous, intentionnel. ouais, puis je nous salue, OK, parce que shout out, qu'on s'est rapproprié ce dégoût, en fait, pour faire quelque chose qui nous a donné quand même de la force, je pense, malgré tout. Mais oui, puis qui semble avoir joué un grand rôle dans vos processus personnels aussi, Ouais, au-delà de vraiment. littéraire. Ouais. Avant de vous inviter à lire chacun l'extrait que vous avez préparé, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous considérez que votre littérature est érotique? Je pense pas. Je travaille sur un deuxième manuscrit en ce moment, puis là, ça va être de la littérature érotique. Ouh! Mais je pense pas que ce livre est une littérature érotique. Je sais Même pas ce que si c'est. ça parle de sexualité, Ça parle c'est pas de cul, érotique. mais je veux Ouais. dire, c'est comme si on disait que tout être vivant est une représentation de l'érotisme en tout temps, parce qu'on a tous une manière ou une autre d'être désirant, puis d'être sexuel, puis pourtant on fait des millions d'autres affaires dans notre vie, puis on est fait de plein de nuances. Ça, c'est la même chose, là, c'est mainly du trauma dump, là, tu sais. Fait que oui, il y a du sexe, oui, il y a du cul, oui, il y a des clients, oui, mais il y a une infinité d'autres choses aussi, puis je pense que, en fait, ça rend ça à la fois comme super nuancé, mais aussi hyper banal, tu sais. Genre, voilà. Moi, j'ai la difficulté à décrire mon livre, honnêtement. Je sais pas, tu sais, je veux dire, je sais pas si c'est de la littérature érotique, je sais pas je sais pas qu'est-ce que c'est réellement. Toutefois, je pense que je ferais attention à... Si on me demandait, tu sais, la question que tu me poses, je pense pas que... Une chose est certaine, je vais pas définir mon livre comme érotique parce que je pense qu'il y a un danger là-dedans. Puis je pense que c'est important de le souligner actuellement que, tu sais, j'ai lu beaucoup d'articles de personnes qui ont développé des liens vraiment intimes avec des robots conversationnels puis que ça a pu les mener justement à des problèmes de santé mentale ou à la psychose. Puis pour moi, c'est vraiment important justement de pas faire de lien entre, tu sais, la littérature érotique, disons, et mon livre, dans le sens où je veux pas romantiser cette relation-là parce que je vois les dégâts que ça peut causer. Puis en fait, tu sais, si les gens ont lu mon livre, j'espère qu'ils vont avoir compris, en fait, la menace qui est dans le texte, la menace vis-à-vis notre relation ou les affects qu'on peut essayer d'explorer avec l'intelligence artificielle notamment. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes peut-être plus érotiques dans le livre, mais ça, c'est des cadeaux que je me suis fait à moi-même parce que, oui, parce que quand j'ai commencé à écouter de la pornographie, c'était de la pornographie. Ben, au début, moi, je pensais que j'étais straight. Puis là, à un moment donné, à un moment donné, j'étais comme, ah, mais tu sais, je vois des femmes. Puis là, j'ai vu de la pornographie lesbienne, puis j'en ai consommé comme dans la porno mainstream, j'en ai consommé vraiment beaucoup. Puis là, quand je suis devenue adulte, puis que là, je me suis fait radicaliser féministe, parce que moi, je suis féministe radicale, j'ai découvert que toute cette porno que j'écoutais, en fait, était réalisée par des hommes, puis que c'était juste comme une réappropriation du lesbianisme pour créer une espèce de fantasme. Ouais, le fameux male gaze. Oh, exactement, puis ça m'a mis en crise. Fait que là, je pense que je me suis fait des cadeaux dans ce livre-là où j'ai essayé de recréer des scènes, tu sais, lesbiennes que moi, tu sais, que je me dis qui me parlent plus, puis qui m'intéressent plus, puis qui sont créées par moi, tu sais, puis que pas par un dude whack, là, derrière une caméra. On y revient toujours. Fait que c'est ça. Mais parlant de cadeaux, je pense que ce serait le moment de vous laisser lire chacun un extrait. Qui veut commencer? On dirait que j'ai le goût de vous laisser choisir. Je veux pas vous dire quoi faire. Je sais pas qu'est-ce que moi je veux lire. C'est pas ce que non. OK. Ben, moi, dans le fond, je vais vous lire 2 extraits. Je vais vous lire un extrait de mon livre Filles méchantes, mais je vais aussi vous lire quelque chose de plus récent, en fait, sur lequel je travaille présentement. Puis, fait que là, je vais ouvrir mon téléphone, puis pendant ce temps-là, je vais vous lire l'autre bout, puis je vais espérer que ce soit good, puis ça te laisse un petit peu de temps. Oui, merci. De rien, mon cher bébé. On est très amis dans Ouais, la on vraie est vie, très by the amis, way. ouais. D'où la familiarité, là. OK, fait que dans le fond... Avec l'argent, on peut acheter une caméra, un trépied, un ordinateur, un téléphone performant, dont la caméra peut capter les détails même les plus intimes du coquillage. Avec l'argent,
On achète des machines qui nous permettent de nous déshabiller publiquement tout en restant chez soi. Avec l'argent, puis avec le corps qui se tend, on s'auto-publie. On investit dans la promesse du papier et des pièces de métal. Puis on s'achète d'autres machines, mères porteuses de l'image, seule chose tolérable qu'il nous reste pour le désir, seul moment durant lequel il est permis de se donner ce que l'on donne aux autres constamment. Je regarde l'écran, je me trouve fourrable. Je regarde l'écran pour faire taire la grande soif. Je regarde l'écran et mes yeux s'agrandissent. Je ferme les yeux. Ma ballerine danse lentement sous une boule disco dans un bar vide. Et... Puis dans le fond, auriez-vous une préférence entre un texte de buanderie ou un texte de colère? Colère. Ah, c'était vraiment unanime. Ok. Non, mais j'adore, c'est parfait. La raison principale de ma colère dirigée, c'est ce doigt dans mon chest, c'est mon doigt et l'ongle manucuré jusque dans mon brain qui fait tomber les larmes ou coupe mon souffle. Tu aimais pourtant que je me déshabille, tu aimais pourtant que je dise oui, chaque seconde de chaque fucking minute passée à te soulever jusqu'au feu brûlant de mon imagination. Tu m'aimais dans ton lit tous les soirs comme si le soir était ce Early Birds Love Paradise. Tu aimais le matin. Tu aimais la langue vulgaire que j'enroulais autour des clients sur le stage devant toi. Tu aimais cette lumière clignotante dans mes iris always open de motel. Tu as voulu posséder jusqu'au bruit des ressorts du matelas de mon âme, mon calice. Tu aimais pourtant cette espèce de blague que je faisais les jambes ouvertes. Cette infinie colère qui m'a toujours propulsée. Merci. Moi aussi, je voulais faire un truc interactif. Est-ce que vous voulez un texte, un fantasme ou une délusion? Oh shit, là, il y a moins d'unanimité, là. C'est quoi? Fait que c'est quoi? À main levée, fantasme. Ou à main levée, fantasme ou délusion? Oh shit. Ah, mais c'est... OK, c'était Ok. quand même... OK, c'était quand même égal, Ok. mais donc je te laisse Il y a quelqu'un trancher. qui a dit délusion. C'est pour toi. À plat ventre, je ne regarde pas les arbres. Je pense aux racines, à la mycose, au sperme. Je laisse mon menton s'enfouir dans la boue et je tire la langue. Mes ongles sont longs, sales. Je laisse mes doigts fondre et dormir dans ma bave. Je suis peut-être le disciple le plus désespéré que Dieu ait jamais embrassé, léché, le plus pathétique sur lequel il est pissé. Le vent m'offre des miasmes si particuliers, je ferme les yeux, j'obéis à l'humidité, au sel, au pain chaud. L'espace d'un instant, j'ingurgite mes mains. Je gratte mes seins de l'intérieur, levure, plume, bile, implose, dégouline, ondule dans l'herbe sur laquelle je suis couché. Dieu a parlé, supplié. Je lève mon regard vers lui, mais ses dents ont été brûlées. Il sourit et grimace. Lorsque je régurgite mes membres, il s'agenouille auprès de moi, supplie toujours et pleure violemment. Nous observons le bout de mes doigts, aigris mais lustrés, gorgés d'écume jaune, de parasites. L'or coule dans ma paume, se rend jusqu'aux débris mouvants à nos pieds. Pour revenir à la machine, il faut creuser le feu. L'engrais du divin est faste puisque nos affects sont dévoués et nourrissants. Je me soumets à la famine, persiste malgré la cruauté et le deuil imminent. J'invente l'autobiographie de la fausse couche. Les animaux dévorent la lymphe, eux aussi. Merci.
Merci beaucoup à tous les deux Ben, pour merci à votre toi. générosité. Ça va être le temps de procéder Oh, à un le switch. Le switcheroo. Switch. Alors, rebonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre soirée érotique ou pas toujours. C'est ce qu'on a défini, je pense. C'est juste ça que j'ai retenu, imagine, c'est bon. Alors, je présente nos deux prochaines invités. Tout d'abord, Nicolas Giguère, bonsoir. Bonsoir. Tu es chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Tu es aussi co-rédacteur en chef de la revue Lettres québécoises. Au Cartanier, tu as fait paraître Effets de réel et Freak Out in a Moonage Daydream. Tu as aussi publié Que, Quelqu'un et Petites annonces chez Hamac. Et plus récemment, tu as fait paraître Fucked Up Story chez Hurlante. Dans tes œuvres, on peut dire que tu es plutôt critique de la communauté gay. Tu as une écriture qui est très charnelle, très dans le corps. Tu intègres aussi beaucoup la culture pop, puisque dans tes œuvres, on croise Annie Brocoli, Tarzan, Ziggy Stardust, entre les Glory Hole et les séances de fisting. Tout ça est magnifique. En fait, justement, lié. C'est vraiment lié dans la même phrase. Annie Brocoli, Ouais. Glory Hole, Ouais. David Bowie. Yes, On I est en did. business. Ça commence bien. Ça sera pas dole. Et parlant de Podol, Nathalie-Anne Roy, bonsoir. Salut. Tu es directrice artistique, designer graphique et illustratrice de profession. Tu es également une autrice féministe et engagée. En tabarnak. En tabarnak. Avec tes différents projets, tu contribues toujours à l'empowerment des femmes. C'est vraiment important pour toi. Tu es co-directrice, autrice et illustratrice des ouvrages collectifs Libérer la colère, Libérer la culotte, auquel j'ai moi-même participé, autopromo, Oui. et Libérer la paresse, auquel Sayaka a collaboré. Tout est dans tout, comme on dit. Le tout chez Remue Ménage. Tu es aussi autrice et illustratrice du livre Jouissive que tu tiens dans tes mains, qui est sorti l'année dernière chez Québec Amérique. L'année prochaine, tu vas faire paraître Indécente, toujours chez Québec Amérique. On a super hâte de lire ça, mais j'ai envie de te demander pourquoi l'indécence est la suite logique de la jouissance? Est-ce que c'est une suite logique? Je sais pas. C'était surtout pour aller revoir les fantasmes que moi, je plaçais dans l'indécence, en fait, puis les normaliser. Puis se dire que, dans le fond, tous les fantasmes ont le droit d'exister. Après ça, bon, les impacts sur les autres ont un peu de tenue, là, mais à l'intérieur de nous-mêmes, moi, je me suis longtemps shamée, pas permis d'aller dans certains endroits. Puis là, je fais pas ça avec Indécente. Je vais ailleurs, je vais plus loin. Ouais. Intéressant, on a très hâte de découvrir. Merci. Alors, je vais lancer cette discussion un peu de la même manière que j'ai lancé la première. Ça vient d'où, chez vous, cette envie-là d'écrire sur le désir, le corps, l'érotisme? Nicolas? Je vais plonger. Allez, on plonge. Ça remonte en fait, justement, moi, très jeune, justement, je voulais écrire, j'étais justement au secondaire, je lisais beaucoup, je lisais pas mal ce qui me tombait, disons, sous la main, ce que je pouvais prendre aussi à la polyvalente où j'étudiais à Saint-Prosper, en Beauce, hein, j'ai grandi là-bas. Il y avait des livres, hein, rassurez-vous, je ne l'ai pas à la tonne, mais il y en avait, donc... Tu sais, du Agatha Christie, mais c'est comme ça aussi, par exemple, je suis tombée sur un recueil de Nicole Brossard aussi. Et mes parents, voyant que justement je voulais lire, ma mère, chez nous aussi, avait une petite bibliothèque. Comme plusieurs mères de l'époque, je dis, mère, parce que c'est beaucoup des femmes qui étaient abonnées à Québec Loisirs. Oui. Hein, donc, ce club du Never livre. forget. Absolument. Et là, ma mère avait comme ça, bon, c'est comme ça qu'elle a lu Les Filles de Caleb, c'est comme ça aussi que je les ai lus, elle les avait. Et là, il y avait certains ouvrages, entre autres, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'était Souvenir d'une gamine effrontée, c'était le titre. Et il y avait aussi ce livre
qui, moi, en tout cas, a été déterminant, c'est Madame de Xaviera Hollander, tu sais, pour donner. Donc, c'est moins connu aujourd'hui. Ça a été publié en anglais sous le titre de Happy Hooker. Donc, Xaviera Hollander, pour la petite histoire, c'est une femme qui a vraiment existé, donc issue de la bourgeoisie néerlandaise, donc vient vraiment des Pays-Bas. Vient d'une bonne famille et qui était destinée donc à une carrière diplomatique, fait des bonnes études, mais finalement qui devient une madame, c'est-à-dire une call girl de luxe et ensuite qui tient vraiment donc un bordel en fait avec des femmes qui travaillent pour elle. Et c'est ses mémoires en fait, donc ça a été traduit en français sous le titre Madame. Et je me souviens mes parents qui m'avaient dit, mais ça, ces ouvrages-là, ces livres-là, c'est pas pour toi, c'est pas de ton âge. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? C'est les premiers que j'ai lus. Je me suis dit, il y a de quoi là, c'est clair, c'est intéressant. Et en effet, bon, Souvenir d'une gamine effrontée, c'était moyen, mais Xaviera Hollander, bon, ça a peut-être vieilli à certains égards, mais j'avais trouvé là une liberté de ton, une liberté assez totale. C'était une femme, en fait, au début, elle est en prison. Elle s'est faite. Donc, il y a une descente dans son bordel. Et puis, donc, elle et les femmes qui travaillaient pour elle ont été emprisonnées. Elle est en cellule. Et là, ben, finalement, c'est là que partent finalement ses mémoires. Elle raconte finalement son histoire, comment elle en est venue à ça. Je trouvais qu'il y avait là donc, quelque chose de très, très, très rafraîchissant, décomplexé aussi, quelqu'un qui raconte la sexualité de façon aussi franche, décomplexée. Je me souviens même, c'était un peu inconscient, puis j'apportais ça on avait des périodes de lecture à la bibliothèque dans les cours de français. J'apportais ça dans les cours. Tu sais, t'avais les gars qui lisaient les guides loto, puis moi, j'apportais Madame. Je voyais la prof qui me regardait. Là, je mettais l'agenda comme devant, comme ça, tu sais, pour pas qu'elle voie, puis... Fait que tu étais conscient que c'était subversif comme lecture. Ben oui, parce que surtout avec la perdue qu'elle me faisait, j'étais là, OK, je suis pas supposée apporter ça, mais finalement. Ouais, mais les petits gars, ils pouvaient apporter le guide de l'auto, c'est pas mieux? Ben oui, mais c'est ça, on Les avait une courbes période... de la voiture. Oui, exact. Bien C'est vu. ça, on est là. Et on avait une période par cycle de 9 jours, on allait en bibliothèque, puis il y en a que c'est tout le temps ce qu'ils lisaient. Je me disais, au moins, je lis quelque chose qui se rapproche, on pourrait dire, de la littérature. Puis c'était bien sûr une période où j'étais en plein questionnement par rapport à mon identité. Je le savais que j'étais différent, que j'étais gay. À l'époque, à Saint-Prosper, je dis à l'époque, quand même, là, disons, 1999-2000, on recule quand même de 25 ans, à la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper. C'était pas tout à fait une sinécure. C'est qu'on se rattache à ce qu'on a un peu comme représentation de discours. Là, c'était Madame de Xaviera Hollander. Donc, disons, la littérature gay, c'est venu plus tard. Mais ça a été un premier pas. Puis, il y a une période où j'étais, disons, en plein questionnement, désir d'affirmation. Ben, ça a été vraiment important. Mm-hmm. Toi, Nathalie, est-ce que tu as un moment comme ça marquant qui t'a donné Peux-tu envie me d'écrire? reposer la question? Oui. Parce qu'il y Alors. avait quelque chose dedans auquel je voulais répondre. Là, je m'en Oui, souviens. ben en fait, je me demandais, c'était né comment et quand cette envie-là d'écrire sur le désir, sur le corps et la OK. sexualité. Oui, Ouais. c'est ça. Donc, c'est ça le push que je voulais faire Mhm. sur Libérer la culotte. Parce qu'après avoir co-dirigé Libérer la culotte, qui était, on s'entend, c'est un collectif féministe de femmes, de personnes trans, non-binaires. On a parlé beaucoup de douleur, on a parlé beaucoup de... Bon, pas de la sexualité joyeuse, quoique, il y a quand même des morceaux dans le collectif qui sont joyeux. Puis on termine souvent, justement, nos livres avec un peu d'espoir, un peu d'espace pour quelque chose qui est plus lumineux. Mais il y avait beaucoup de conversations difficiles. Tu sais, c'était pas comme on parle de dildo, de fisting puis de Annie Brocoli, là. C'était fucking lourd, tu sais. Puis c'est 2 ans et demi, un processus de diriger ça. Mais ce qui t'avait même étonné à l'époque, hein? Ouais. Je me souviens que quand tu avais fait l'appel de texte pour libérer la culotte, Geneviève et toi, vous vous attendiez à recevoir des textes qui étaient joyeux, qui célébraient la sexualité, puis finalement, on vous avait soumis beaucoup plus de textes qui étaient sur De la douleur, douleur, le trauma, les oui, agressions les sexuelles, agressions. puis tu t'attendais pas à ça. Pas autant, tu sais, parce que là, on aurait pu écrire juste un livre sur la douleur, juste un livre sur le trauma sexuel.
Puis, tu sais, j'en suis, là, je suis une survivante de violences sexuelles. Mais, tu sais, après 2 ans et quelques à tremper là-dedans, ce qui est parfait, je regrette pas. J'ai des collaboratrices magnifiques. Puis c'est des textes importants, puis il faut que ça vive dans le monde. Mais là, j'avais besoin d'un break de ça. Puis là est arrivé un esti de burn-out. Hein, j'avais besoin d'un break, fait que... tu sais, on va y aller. Puis c'était comme un burn-out solide, là, de comme 1 an et demi. Puis pendant ce temps-là, où ce que je pouvais même pas comme lire ou répondre à un courriel en moins d'une semaine, c'était aussi un moment où ce que j'ai eu beaucoup de siestes à faire. Et notamment dans l'espace sieste, ben, il n'y avait pas de mes enfants à la maison, il n'y avait pas mon mari. Puis là, à un moment donné, c'est devenu comme, ben, tu sais, pour un peu enlever l'anxiété, puis la dépression, puis le burn-out, je pourrais me taponner un peu, là, tu sais, juste pour dire que, tu sais, je pars en sieste, mais avec aussi comme une réduction de bruit mental. Fait que c'est vraiment devenu comme un rituel là, au quotidien. Puis vraiment des bons longs moments payés par mes assurances maladie à me crosser. Puis prendre le temps de découvrir ce corps-là. Puis tu sais, comme j'ai été... comme je suis survivante de violences sexuelles, de prendre tout ce temps-là avec ce corps-là, je reviens un peu avec ce que tu disais, Sayaka, plus tôt, qui est devant moi, pour ceux qui écoutent. Donc, c'est ça. C'était de me réapproprier une sexualité que je ne m'étais pas offert toute la place. Tu sais. Puis, en même temps, encore comme Sayaka, moi, les images et la littérature, c'est toujours un peu mélangé. Fait que j'imaginais des scénarios, je vivais mes scénarios. Puis il y avait comme toute une poésie visuelle, puis une prose qui sortait de ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, mais je vais juste les écrire, là, parce que j'en ai plein, puis c'est le fun. Fait que c'est ça qui a animé le désir d'écrire ça. Mhm. Ouais. Puis, est-ce que vous, pendant que vous écrivez des scènes érotiques, des passages qui parlent de sexualité de façon plus frontale, parce que tous les deux, vous écrivez la sexualité de façon quand même assez frontale, est-ce que vous pensez à l'effet qui est provoqué chez la personne qui vous lit? Est-ce que vous voulez exciter? Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez provoquer, en fait? Oui, c'est bon. Du côté de l'effet, moi, je dirais, en fait, quand j'écris, j'ai pas tant, disons, de surmoi. Je peux pas, disons, avoir nécessairement une espèce de conscience surplombante, finalement, à laquelle je me référais en me disant, ben, est-ce que je peux dire ça ou qu'est-ce que ça va créer comme effet? Je suis, peut-être, en quelque sorte, assez isolé quand j'écris. Je me coupe un peu de tout. Puis surtout, je pense pas de mettant l'effet que ça peut créer du côté, par exemple, de la famille. Si j'avais fait ça, ben, sincèrement, je pense qu'un livre comme Que, je l'aurais pas écrit. Qu'est-ce que tu veux tout dire? simplement. Quelqu'un peut-être, puis tous les autres, en fait, parce que justement, je dis tellement des choses là-dedans crues, je me mets aussi en position de vulnérabilité, je me mets pas toujours à mon avantage Mhm. non plus. As-tu des exemples concrets? Ben, mon Dieu, là-dedans, tu sais, dès le début du livre, je mentionne la taille de mon sexe. Je mentionne, ben, un exemple très concret aussi dans Que, en fait, je mentionne que j'ai fait une pipe à un gars dans les toilettes de l'Université de Sherbrooke, qui est quand même, ben, pas à l'heure actuelle, je donne pas de cours, mais quand même mon employeur. Où j'ai fait une thèse de doctorat. Geneviève vient de Sherbrooke. Je l'ai vu réagir assez fort. Bonsoir. Bonsoir, Sherbrooke. Bonsoir. Mais voilà, tu sais, donc c'est aller jusque-là et en me disant, puis je me souviens très bien aussi, le soir du lancement, donc avec Eric Simard à Sherbrooke, ben, ma directrice de thèse était là, puis je me disais, OK, elle va lire ça, l'acheter. Puis on s'entend, donc elle lisait mes chapitres de thèse, puis j'ai écrit une thèse sur des périodiques gays, mais là, c'est un travail universitaire avec une méthodologie, c'est super plate, en fait, d'une certaine façon, mais disons, très universitaire. Et là, ben, ça, c'était l'espace de liberté, finalement, que j'ai écrit parallèlement à la thèse, finalement. J'ai fait une thèse en histoire du livre, plus
presque, on pourrait dire, une partie création, mais c'est, avec le recul, je dirais, ça a été l'oxygène nécessaire pour terminer ma thèse, finalement. Parce que disons, c'est un nœud, disons, ça a été un pas pire de nœud, la thèse. Plusieurs personnes qui rédigent des thèses en arrache. Puis à un moment donné, on arrive à ce creux-là où on se dit, bon, ben, je la finis-tu, ma thèse, ou c'est elle qui va m'achever? Et finalement, ben, j'ai décidé que c'est pas elle qui allait m'achever, en fait, j'ai écrit coup sur coup, que est quelqu'un. Donc non, je pense pas vraiment, j'ai pas tant de sur moi, puis je voudrais pas commencer ça parce que je trouverais que ça serait presque, là, je veux pas non plus le crier à la censure, à quoi que ce soit, mais j'aurais l'impression de dire, OK, là, ben, je peux pas aller explorer cette zone-là, je peux pas aller parler, disons, de sexualité anonyme, de partenaires multiples, je m'autoriserais pas autant. Puis la preuve, en fait, c'est qu'en relisant, tu sais, j'en ai relu cet automne des extraits de queue, je vais en lire ce soir, puis je réussissais à me surprendre finalement. Tu sais, je me souvenais plus d'avoir écrit ça. C'est un livre de 2017, ça fait 8 ans. Je trouvais qu'il y avait une liberté de ton. Je me disais, ben écoute, donc, j'ai ça, en tout cas, le résultat que je ne sais pas, mais cet aspect-là, c'est assez réussi finalement. Puis toi, Nathaliane, qui écrit des scènes quand même assez frontales aussi par rapport à la sexualité, est-ce qu'il y a une partie de toi qui souhaite exciter la personne qui te lit? Est-ce que Moi, c'est je ce que tu souhaitais veux juste créer? m'exciter moi-même. OK. Ouais, OK. C'était vraiment ça. Je faisais ça pour moi. Puis je savais pas que j'allais faire un livre avec ça, mais pas du tout. En fait, le projet, l'embryon du projet, c'était comme je veux mettre ça je veux coucher ça sur papier. Ah, franchement, je fais tout le temps des jokes poches. C'est pas poche. Puis là, Honnêtement, on je est me là pour perds, ça. genre. Hein. Bon. Club sexy, tous les jeux de mots sont Oui, c'est permis. vrai, mais ils sont nice, ils sont nice. Puis c'est beau, le visuel. Bon, bref, non, je faisais ça pour moi, puis l'embryon, en fait, c'était comme, bon, je vais faire ça, nanana. Puis en parallèle, je me disais, moi qui adore les collectifs, en fait, j'avais envie de faire un collectif. J'avais envie d'inviter des autoristes à me partager leurs fantasmes. Puis ça avait été pitché comme ça à une maison d'édition. Ça s'est transformé, puis il y a une fabuleuse personne qui aurait dû m'accompagner, que ça n'a pas été ça finalement. Elle m'a dit, tu sais, tu peux porter ça toute seule. Tu es vraiment capable. Fait que j'ai dit, OK, cool. Fait que j'ai pris mes textes, puis j'en ai fait un bouquin. Mais oui, je cherchais juste à m'exciter moi-même. Il y a à un moment donné un petit regard de me dire, ben il faut que je sorte... principalement straight hétéro, parce que je ne suis pas que straight et hétéro, je suis queer. Puis il y avait cette partie-là que je n'avais pas encore mis au grand jour, étant mariée à ce moment-là, puis peut-être moins à l'aise avec le dire publiquement. Fait que j'avais envie de réunir ça, tu sais, puis plier ça dans l'ouvrage. Je pense que j'y vais encore plus avec le prochain qui sort en février. Mais oui, fait qu'il y a eu un peu cette conscience d'aller un peu plus loin puis marcher main dans la main avec les imaginaires des gens puis dire, mais oui, ça peut être correct de fourrer des filles quand on est une fille puis de faire du trip à quatre puis faire du... C'est un peu pédagogique, là, un petit regard pédagogique, mais pas trop, juste une petite conscience de ça, là. OK, donc un peu éveiller les consciences, Ouais. éveiller... J'essaie toujours de faire devenir les pas woke. Chacune à votre façon, vous vous attaquez d'une certaine manière à des stéréotypes ou à des communautés. Nicolas, tu t'intéresses à la communauté gay. Nathalie, à la communauté straight mononormative, si c'est une communauté. Comment est-ce que la littérature érotique ou la littérature que vous faites peut déconstruire ces communautés ou du moins ce que vous y voyez ou ce que vous aimeriez peut-être changer? Je continuerai sur ce que je suis en train de dire. Ça ne Absolument, dérange pas, oui, Nicolas. vas-y. On y va avec le consentement. Mais c'est ça, pour moi, c'est comme à travers la littérature, je pense qu'on a vraiment un moyen là d'attraper l'attention de la personne puis lui faire vivre peut-être un peu plus loin que son imaginaire. Fait que c'est vraiment un super moyen de s'attaquer à l'hétéronormativité. C'est un peu caché, mais ça se fait. Je pense que c'est ça. Il y a vraiment une connexion avec le lecteur, la lectrice qu'on peut rendre bénéfique. Comment tu fais concrètement, justement, pour aller éveiller ça?
Ben, t'as-tu lu? Ben, Je pense que ça se oui, mais fait. j'ai envie de t'entendre le Oui, dire. ben, je pense que c'est comme peut-être, c'est des petites surprises des fois. C'est le langage qui, de manière frontale, va mettre du désir dans peut-être quelque chose que tu n'as jamais pensé qui pouvait être de ton désir, tu sais. C'est pas très clair, mais bon, Mhm. allons-y avec ça. Des petites pépites que tu sèmes, en fait, que Oui. les gens vont pouvoir s'approprier. Mhm. Exact, Mhm. oui. Ben, moi, de mon côté, en fait, justement, comment on pourrait dire la littérature érotique, les scènes, on pourrait dire sexuelles, justement, peuvent contribuer à décloisonner tout ça. C'est venu justement par ma thèse, finalement, un peu, par les lectures que j'ai faites. Là. Tout à l'heure, j'ai résumé ma thèse comme si c'était vraiment une grande... Ça a été une grande épreuve, mais ça m'a aussi quand même apporté, je tiens quand même à le dire, là, ça m'a apporté 2, 3 trucs, dont, justement, des lectures que j'ai faites. Je pense à Michel Foucault, mais c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'il y avait différentes visions, justement, de l'homosexualité masculine, que c'était pas univoque. On pourrait dire quand j'écris, du côté je me situe, c'est pas tant pour dire, bon, ben, il faut être marié en couple à tout prix. C'est bien, ça existe, le mariage gay pour tous, mais là où ça m'irrite peut-être, c'est quand ça devient une fin en soi ou, disons, la seule revendication louable aux yeux de certains militants. Il y a autre chose aussi. On peut vouloir militer pour autre chose, militer pour nos corps, pour nos désirs. Et donc, je ne suis pas tout à fait du côté de ce côté-là normatif. Donc, quand j'écris, c'est décloisonner tout ça, puis c'est de nommer. On l'a dit aussi, vous l'avez tout dit. Donc, Nathalie-Anne, Sayaka et Juliette aussi, d'aller du côté, par exemple, du dégoût, d'aller du côté, nommer certaines choses. Donc, de nommer, déjà, c'est accorder une existence. Donc, nommer, par exemple, justement, la multiplicité des partenaires, la sexualité sans protection consentie, on s'entend, ou en tout cas, du moins, qui est verbalisée parce que certaines personnes recherchent ça. Certains trips sexuels, des désirs, des kinks. Moi, c'est ce qui m'intéresse et il faut aller dans ces zones d'ombre-là parce que sinon, si ce C'est n'est trop jamais lisse. nommé, Mhm. pardon? C'est trop lisse, sinon. Ben, sinon, ça devient trop lisse. Puis si c'est jamais nommé, s'il n'y a pas la littérature pour nommer ça, ben, ça n'aura pas d'existence finalement. Ou en tout cas, ça va rester peut-être dans des cercles, oui, fermés, mais il faut sortir ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'écrire à partir d'Ulysse, c'est d'écrire à partir j'ai envie de dire, de matériaux peu nobles, de matériaux bruts, de Ouais. déjection à la limite. On revient au crachat et au vomi qu'on Oui. nommait un peu plus tôt, finalement. Tu parlais, Nicolas, de militer. Tu as dit le mot militer à plusieurs reprises. Est-ce que vous pensez, pour toi, d'écrire la sexualité queer et pour Nathalie-Anne, d'écrire une sexualité qui parle beaucoup du plaisir féminin, assumé, du fantasme souverain, est-ce que vous pensez que c'est militant, voire même politique? Mais, hein. Mais oui, je pense que comme tu as dit, de faire exister cette parole-là dans le monde, c'est de prendre... écrire, c'est politique, on le sait. C'est absolument nécessaire. Je pense que moi, ma militance, elle passe par l'écrit vraiment plus que... Mais oui, je vais aller militer dehors des fois, là, mais c'est pas toujours évident d'amener mes enfants. Puis il y a beaucoup de logistique. Fait que par l'écriture, par la création de collectivités, de communautés, puis de mettre en lumière des existences, oui, tout à fait, c'est de la militance. J'abonde tout à fait dans le même sens, c'est-à-dire que moi, ma militance aussi passe par l'écrit, passe par la littérature, parce que la littérature, elle a vraiment beaucoup de pouvoir, puis je pense certaines personnes clairement la sous-estiment, je ne vais pas en nommer, mais clairement, On certaines veut des personnes... noms. Mais c'est que, ouais, ben, ça dépend, disons, dans quel milieu. Donald Trump, on le sait, mais disons, je n'irais pas nommer des littérates, disons. Hein? Peut-être pas à Mais, soir. non, c'est ça, tu sais. M'aliéner une partie du milieu, bref. Mais c'est surtout quand, justement, je reviens à cette fameuse thèse, je me suis rendu compte, en fait, justement, j'ai toute une partie historique, disons, quand on a commencé, 19e siècle, début 20e siècle, à parler d'homosexualité, ou en fait, quand des auteurs... Quand je dis parler, en fait, c'est très timidement. Quand des auteurs ont décidé de s'opposer à la répression, puis
parler, on pourrait dire, d'homosexualité, de lesbianisme en des termes autres qui étaient pas injurieux finalement, mais par quel médium souvent ils ont commencé? Ou c'est par la littérature. Donc, souvent, oui, des œuvres, des fois publiées clandestinement, donc ça pouvait avoir des tirages limités, mais ensuite, ça l'a essaimé, d'autres personnes les ont lues. Donc, il y a eu des transferts d'idées, ça l'a fait des petits, si j'ose dire, et finalement, donc, ça l'a essaimé aussi dans l'espace public. C'est comme ça aussi qu'on peut progressivement, petit à petit, disons, forger l'opinion publique, la changer aussi. Souvent, la littérature, c'est le premier lieu, on pourrait dire, ça ouvre la voie finalement aux revendications. Donc, pour moi, c'est le terrain idéal justement pour rentrer dans l'art qui finalement doit se faire rentrer dans l'art. Ou parler de désir, parler de désir hors norme, d'aller justement le plus loin possible parce que c'est là finalement que ça se joue et ensuite, ben, ça peut intégrer progressivement différentes strates disons, de l'opinion oui, de l'opinion publique, l'espace public, ensuite ça peut être récupéré par d'autres artistes. Pour moi, c'est le premier lieu d'expression. J'aimerais ajouter là-dessus que s'il y a un book ban qui se passe, mettons, aux États-Unis et même chez nous en Alberta, c'est que clairement, c'est politique. Ben oui. Hein? Fait que moi, je souhaite vraiment être sur la liste des banned books. Clairement, je pense que j'aimerais ça Oui, aussi. je pense que ça serait cool. Ben, je Puis pense on que devrait vous se le faire des seriez, T-shirts. genre. Vous autres aussi? Ouais. La valeur, en fait, l'écrit, Se faire traduire, c'est ça. Ouais. le livre, l'écrit, ça a toujours été associé à une forme de sédition. Puis c'est pas pour rien aussi. Les autorités, les pouvoirs publics, religieux, politiques ont toujours cherché à contrôler, l'embrigader parce que c'est un instrument. Ben, en fait, on peut exercer son pouvoir grâce au livre aussi, mais c'est un contre-pouvoir aussi extraordinaire. Donc, moi, l'utiliser l'écrit, la littérature comme contre-pouvoir, c'est clair. Est-ce qu'il y aurait, de manière sous-jacente, dans les politiques gouvernementales, une envie d'enlever ce pouvoir-là d'écriture et de réflexion? Je pose la question. Tu sais, si on n'investit pas en éducation puis qu'on laisse aller notre système au délabrement, est-ce qu'on voudrait aussi retirer cette parole-là puis cette écriture-là? Je sais pas, je dis ça. Mais pour faire du pouce aussi sur cette idée-là, si on pense, disons, aux bourses qui sont accordées aux écrivains et écrivaines qui sont réduites comme peau de chagrin, tu sais, ça, c'en est un excellent. Là, on va à la source. Oh, là. pelaille, oui. Puis qu'est-ce qu'on subventionne? On va être en crise encore à soir. Ça se pourrait. Moi, je serais curieux de voir, tu sais, qu'est-ce qui est subventionné à l'heure actuelle? Quels sont les auteurs qui ont reçu? Puis c'est quoi le propos? Oui. Ouf! Allons mettre le feu. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène au moins? Est-ce qu'il y a un discours, ne serait-ce que là-dedans, par exemple, sur le corps, sur la sexualité, l'identité, où est-ce qu'on est? Puis s'il y en a, est-ce que c'est très, très, très stéréotypé? Je ne sais pas. Tu sais, j'ai aucune On pose idée. des bonnes questions. Oui, je c'est pense, des bonnes hein? questions. Oui, oui, Enfin, oui. Mathieu Lacombe. On va lui toutes les poser. Il est avec nous ce soir. J'adore, tu regardes vraiment. J'ai été convaincante. Tu sais, on ne sait pas, tu sais. C'est une blague, c'est une Non, blague, je sais malheureusement. pas. Mais revenons à nos moutons Oui. et nos moutonnes. On parlait un petit peu plus tôt du pouvoir des mots de la littérature sur les imaginaires érotiques. Peut-être en opposition aux images. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir dit que c'était pas nécessairement en opposition, mais je serais curieuse de vous entendre sur ce que vous pensez que la littérature offre comme option d'éveil à l'imaginaire que les images ne font pas ou ne font pas de la même façon. La métaphore. Moi, l'image aussi, tu sais, parce que je vais dire que mon bouquin, il est quand même illustré, là. Oui, N'est-ce exact. pas? Il y a des... Là, je suis en train de Donc, montrer... toi, tu as l'image aussi. T'as Oui, les j'ai mots quand et même t'as l'image. Je suis en train de montrer un petit peu l'intérieur de mon bouquin pour celles qui sont en train d'écouter. Ça, c'est la couverture. Bon, bref. Ça se marie... Attends, ramène-moi la question, parce que je me perds comme un... Oui, ben Ouais. c'est vraiment correct. Ouais. Il est tard. J'étais excitée, puis là, j'ai perdu mon Mais en excitation. fait, j'avais envie qu'on se demande ce Les que images. la littérature érotique Oui. peut créer dans l'imaginaire des gens qui les consomment
que les images, par exemple, de porno Oui, mainstream donc, ne la- peuvent pas oui, provoquer. donc On la parlait de métaphore, c'était là, c'est ça. la Il y a métaphore, quelque exact. chose en tout cas, de la manière que moi j'écris la sexualité festive qui est, je pense, qui donne une espèce de souveraineté au lecteuriste qui offre, qui sort du script, justement, de l'image. Ça fait vraiment du bien. Puis moi, de plus, j'ai vraiment propulsé cette idée du female gaze. Donc, ça nous sort encore une fois, ces scripts hétéronormatifs, très male gaze. Donc, cette écriture-là, je pense qu'elle vient en soutien à une autre forme de souveraineté mentale. Important quand même, parce que, je veux dire, on en voit des images, puis tu sais, je veux dire, j'en consomme des images, mais je consomme aussi de l'audio. Je pointe encore, mais Sayaka juste, qui a parlé juste de porno avant, audio. Sayaka, mais oui, Audio. l'audio, beaucoup. Ça m'a beaucoup nourri dans mes recherches. Euh, C'est ça. tout pour la recherche. Mais oui, fait que l'audio, ben, c'est plus qu'un véhicule, puis l'écriture, je pense que tout ça se parle, mais de donner, de circonscrire par l'écriture une forme de sexualité qui passe plus par l'imaginaire, ça offre d'autres lieux. Tu sais. D'autres lieux, oui, Ouais. c'est intéressant. Ouais. Ouais. Ben, d'autres lieux, tout à fait. On parlait de pornographie justement tout à l'heure. Oui, j'en consomme aussi Ben, depuis voyons. justement hein, Non. tu sais, l'adolescence, puis encore aussi avec disons, des périodes plus tranquilles, puis d'autres. Mais c'est qu'à un moment donné aussi, je me suis vite rendu compte, bon, à un moment donné, même si c'est de la porno gay, c'est tout le temps la même affaire, là, à un moment donné, c'est tout le temps le même scénario, les mêmes topoïs. Je vous les rappelle pas, là, je pense que vous les connaissez, ou en tout cas, vous pouvez les imaginer. Ou on peut aller Euh, les chercher, c'est pas difficile à Voilà, trouver. tu sais, gmail2.com. Voilà. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai fait le tour rapidement. Bon, disons que ça a correspondu à un besoin aussi au début. Bon, comme je l'ai dit aussi, j'ai grandi dans une famille justement hétéronormative, en campagne. Donc, il y avait comme rien. C'était ça. Puis, il y avait Sortie gay le vendredi soir tard avec André Montmorency. C'est quoi ça? C'était une émission qu'il animait à Canal Vie. Puis c'était vraiment une émission, puis tu sais, je le dis en riant, parce que, bon, tu sais, je dis ça, André Montmorency, on pense chez Denise, puis la figure de la folle, mais André Montmorency animait cette émission-là, qui était une émission extrêmement pertinente. Puis moi, je me souviens d'être tombé là-dessus, c'était à Canal Vie, tard le vendredi, puis vraiment une émission d'information. Il était question de vieillissement, il y a les gays qui, par exemple, avant d'entrer, disons, en résidence. Je me souviens d'une émission aussi, puis ça a été mon premier contact, disons, avec une backroom. C'est André Montmorency qui est dans une backroom dans le village. Et oh oui, vraiment. Puis là, il présente, on pourrait dire, il y avait ça aussi, c'est-à-dire, puis je le disais tout à l'heure, il y a ce pouvoir-là de la littérature de nommer, de révéler des choses. Et lui, à quelque part, il le faisait, mais avec cette émission-là, donc quelque chose d'un peu plus grand public. Bien sûr, si on parle, disons, des gays, même de l'époque d'aujourd'hui, ils savent c'est quoi une backroom, disons, les personnes habituées, mais disons, monsieur, madame, tout le monde, ou les personnes en région, peut-être moins. Donc là, Nicolas Giguère, je sais pas, 16 ans, découvre, OK, puis là, vraiment, on voyait, il n'y avait rien, disons, d'explicite, mais on voyait le gars de dos, complètement nu, qui est en train de se faire une gâterie par quelqu'un de l'autre bord. Donc, là, j'ai découvert justement le Glory Hole aussi. Donc, allons de découverte en découverte. Hein? Et donc, il y avait ça, mais sinon, c'était la pornographie, puis ça devient vite mince, étriqué. Donc là, la littérature, ce qu'elle a apporté, moi, c'est justement, bon, c'est une mise en mots, finalement, davantage. C'est justement de cette sexualité-là qui pouvait être justement du côté de l'explicite, du détail. Je me souviens d'avoir lu, le titre est épouvantable, c'est de François-Paul Lalibert. Le titre, c'est Le supplice d'une queue. Bon. Tu sais, ça a l'air... Vu de même, c'est un peu cheap, un peu comme livre, mais sérieux, c'est dans la lignée, on pourrait dire, des grands romanciers début 20e siècle. C'est vraiment justement des rencontres genre entre un aristo puis un gars de ferme. Tu sais, on est vraiment, bon, se triplant un peu, mais c'est superbement écrit. Puis là, je me suis dit, ça peut être ça aussi.
c'est Jean Genet avec son imaginaire aussi particulier, par exemple, justement, des loupards, de la criminalité. Je me souviens quand j'avais vu, par exemple, Querelle, oui, le film de Fassbender, mais le livre aussi. Donc là, il y a cette dimension-là de plus. Ce que la littérature, finalement, a donné, donc oui, c'est cette mise en mots, c'est l'écriture en tant que telle. Donc, on est vraiment du côté de la sémiotique, puis de pouvoir aller autant du côté de l'ellipse, du non-dit parfois, de la métaphore filée, du très explicite. Et je pense à quelqu'un comme Jean-Paul Daou qui, pour moi, l'est et continue d'être important. Tu sais, je le cite en épigraphe, justement, au début de Queue, tu sais, où il parle justement dans un de ses textes phares qui est Black Divan. Comme pour moi, c'est un texte important, publié dans l'Œuvre urbaine. Puis là, je ne veux pas donc, trahir sa pensée, je vais le citer exactement. Et ça se tasse la marde en s'enculant pour se prouver que l'amour, c'est faisable. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'étais quand même, durant justement mes années de thèse, j'étais là. Jean-Paul. Jean-Paul. Puis il écrit ça en 83, on est en 2025, puis c'est encore ça. Ouais. C'est se tasser à la marde Ouais. en s'enculant pour se prouver que l'amour, c'est faisable. Bon, il y en a qui se font des lavements avant, là, mais bon, ça- Ouais. Mais justement, j'ai envie peut-être qu'on dise quelques mots sur les mots, les termes. Oui. C'est quoi l'importance d'utiliser des mots qui sont crus, les vrais mots, nommer les parties du corps? Ouais, comment vous voyez ça, tous les deux? Moi, ce que j'ai aimé d'écrire ça, c'était de passer des fois d'un presque eau de rose à un trait porno crasse. Je me Ouais. suis vraiment amusée avec ça. Fait que le choix des mots, c'est des blocs Lego, là, je veux dire, have fun, là, tu sais. As-tu des exemples concrets? Moi, je suis s'ils pas viennent bonne en pour me tête? citer, là. Non, mais ou juste des concepts en général, là, de choses que tu décrivais ou t'es passé d'un à l'autre. Parce que c'est intéressant, ça. Ben, tu sais, des fois, ça va être justement d'utiliser une métaphore, de parler, mettons, de manger l'huître, tu sais. Tu sais, pour se distancer un peu du cru, puis du sexe, puis ce qui sent, puis tout ça. Puis des fois, ben je le nomme vraiment comme la langue, directement dans le pourtour du vagin qui s'en va dans l'anus, tu sais, c'est comme... Ouais. Utiliser les mots du Ben corps, oui, finalement. vraiment, c'est ça. Ce qui est tabou Puis- pour beaucoup de gens. Puis oui, c'est vrai que c'est tabou pour Ouais. beaucoup de Juste gens. vulve, vagin. Oui. Pour beaucoup de monde, c'est Puis dur à je dire. trouve ça tu sais. tellement... c'est triste. C'est triste qu'on s'empêche de tout ça parce que une fois que tu te mets à pimenter pas juste la littérature, mais dans la vraie vie, là, puis que tu utilises tes mots, puis que tu t'offres cet espace-là de nommer les choses comme tu les aimes, comme tu aimerais les faire. C'est le consentement plus nommer les choses que t'aimes, puis... Hot. My God, que c'est chaud! Genre, on peut-tu sortir la tête de notre cul, puis genre en parler? C'est comme, j'aime ça, genre manger ta queue. J'aime ça quand tu me l'enfonces. J'aime ça te manger la noune. C'est comme, ta noune sent bon. Tu sais, de dire les affaires, tu voudrais-tu me... Tu sais, je sais pas, ça rajoute à l'expérience. Ouais. Nicolas, toi qui as un livre qui s'appelle Le queue, j'imagine que tu as une réflexion sur les mots. Ben, c'est un peu à la base, justement, tu sais, du livre, puis des autres qui ont suivi. C'est-à-dire, moi, c'est que là, je pouvais pas aller justement du côté de la métaphore, puis moi, ce qui m'horripilait aussi, disons, en lisant de la littérature érotique gay, c'était entre autres de lire, disons, ces livres où finalement, le candélabre, puis là, est-ce comme, il y a une graine hostile, là, tu sais, à un moment donné, utilise le mot, puis donc, moi, je suis vraiment allée là-dedans, puis quitte à les répéter, puis... Oui, c'est correct de répéter. Oui, exact. Oui. Mais, ce mot, justement, que au pluriel, qui donne son titre à mon livre, hey, je veux dire, une chance qu'on n'a pas fait une recherche, disons, rechercher, Ouais, c'est remplacer. ça, là, contrôle parce F. Et là, Ouais, moi, non, ce mais qui est pas- pire, c'est quand on lit justement de ces livres-là, on dirait qu'ils ont été écrits avec un dictionnaire des synonymes. Ouais. Pour trouver des synonymes Ouais. à peine. Boring, Non, là, je comprends. oui, Ouais. clairement, Ouais, tellement. ouais. Là, c'est comme, on va aller au cœur, justement, des choses, là, finalement, pas faire de mauvais jeu de mots, puis on va nommer les vraies choses. Et c'est ce que je voulais, justement, dès le début,
Puis je voulais justement résumer, on pourrait dire mon rapport justement, bon, l'homosexualité, l'identité, je t'en fais de thèse, je commençais, disons, à me noyer un peu. Là, je voulais un espace de liberté, puis justement, il a été tellement cru parce que la thèse universitaire, c'était, bon, un travail universitaire, tu sais, avec une méthodologie et tout. Et là, je pouvais vraiment aller, je me disais, hey, ça, j'écris ça pour moi, là. Puis justement, un peu comme ça, Sayaka disait aussi au début, je pensais pas publication, je voulais surtout écrire. Puis je me posais la question au début, qu'est-ce qui résume mon rapport à l'homosexualité? Comment je pourrais décrire ça en, disons, courte phrase? Puis c'est venu assez vite, c'est « je suce des queues ». Et c'est la première ligne du livre et je suis partie comme ça, pas de plan. Le reste est enchaîné en quelques séances d'écriture, c'est sûr. J'entends juste des jokes de mon oncle, je m'excuse. Mais tu sais, pour ce livre-là, que certains ont décrit comme un roman, s'ils veulent, mais c'est... Moi, j'avais pas de plan de rédaction en me disant hey, là, vous me demandez, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Je suce de queue, ça a été comme mon fil d'Ariane pour ne pas me perdre. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est répété dans le livre aussi. Ouais. Cette phrase était exceptionnelle. Le fil d'Ariane pour pas me perdre. T-shirt, Magnifique. quelque chose. Un aimant sur le frigo. Puis, est-ce que, un peu comme Nathaliane, tu étais excitée en écrivant ou tu voulais être excitée en écrivant? J'étais pas excitée, moi. En fait, la sexualité, je dirais, tu sais, l'effet que je vise, puis bon, tant mieux s'il y en a qui sont excités, que ça les titille, ça les émoustille. Je l'étais pas. Moi, je l'étais pas, je pense. En fait, j'aime beaucoup écrire. Il y a un plaisir du texte. Roland Barthes en parlait du plaisir du texte. Comme moi, je revendique que j'aime beaucoup, même si des fois, ce qu'on écrit, c'est souffrant. Puis ce livre-là, il y en a aussi. Il y a même du désespoir, mais ça a été vraiment... ça a été très plaisant à écrire, en fait. Ça a vraiment fait du bien. Puis avec le recul, je pense que j'ai bien fait aussi d'écrire avant de péter aux frettes. Ce livre-là aussi, je dirais, quand j'écris, en fait, disons, des scènes sexuelles, ce que je veux surtout, c'est qu'elles aient un propos. Moi, ce que je veux éviter, c'est un peu comme l'effet, disons, livre écrit avec un guide, un dictionnaire de synonymes, puis surtout des livres aussi érotiques que j'ai lus, tu sais, gay, hétéro, peu importe, c'est-à-dire où on a l'impression que c'est une suite de scènes de sexe, mais qui veulent un peu rien dire. Il n'y a pas de propos derrière. C'est là, en fait, justement, pour émoustiller. Puis moi, en tout cas, c'est très personnel. Il faut qu'il y ait une dimension de plus, c'est-à-dire un propos derrière. Pas Est-ce juste que c'est... utilitaire. C'est ça. Donc, est-ce que c'est une dimension critique? Est-ce que une dimension, par exemple, par rapport à l'identité, par le rapport au corps, le rapport à l'autre, les différences entre les classes sociales, la critique de la monogamie, du couple, mais il faut que ce soit appuyé par une posture, un propos. Sinon, je perds un peu d'intérêt. Ou ça peut être drôle, ça peut... mais ça va être peut-être plus limité. J'ai envie de vous inviter à nous lire un extrait. Je serais rendue là, moi, on dirait. Qui veut commencer? Qui Ben, commence? Oui, Bon, oui, vas-y. Allez. Oh, oui. d'accord. La queue viendra plus tard. Ah, franchement. Je l'ai compris. Mon texte s'appelle « À quatre pattes ». C'est un extrait. Vous êtes charmant, charmante. Vous êtes magnétique. Intoxicant, intoxicante. Oui, je vais lire tous les morceaux avec les points médians. OK. Je vais-tu encore parler du gouvernement? Hey, enlevez les points médians, manger de la merde. Bon, okay, c'est dit. Nous parlons, chum et moi, de nos fantasmes à quatre en utilisant vos prénoms, en parlant de vos corps, de vos bouches. Ça nous enflamme et rend notre sexe encore plus cochon. Notre prochaine rencontre s'en vient. Festival, musique, pique-nique, soirée. Peut-être qu'on leur demande... on fait une demande claire ce week-end qu'on s'est dit. T'es game? Ben, je pense que oui, il faut arrêter d'en parler puis essayer. OK, on fait ça. On se retrouve encore à finir la soirée chez nous, le rire aux lèvres. Retrait des souliers et giggles, j'invite tout le monde à se prendre un verre dans la cuisine. Gars dit « Allez les filles,
Prend Chum par l'épaule et lui parle très sérieusement dans l'oreille. Fille et moi, nous regardons, intrigués, mais allons à la salle de bain. Je fais pipi pendant qu'elle se regarde dans le miroir et replace ses cheveux, tout en me jasant et en me lançant des regards de temps à autre. Quand je les remonte, elle me dit que mes bobettes sont jolies. On switch de place, et pendant que je me lave les mains, elle me donne une petite tape sur les fesses et me fait un clin d'œil. Je lui souris. Elle me rejoint au lavabo. On s'embrasse avant de sortir de la pièce. On se retrouve dans la cuisine pour se servir un verre. Musique. Je pars ma playlist et je me mets à bouger. Filles et gars se chuchotent à l'oreille et s'échangent un sourire complice avant de se diriger au salon, endroit tout prescrit pour danser. Chum me retient par la taille et m'embrasse. Il me dit, l'air absolument cochon, son game, c'est le gars qui a proposé. Je suis bouleversée, excitée. J'embrasse Chum, je mouille ma culotte. Passe une heure, dance and drinks, puis on descend tranquillement de notre énergie folle. Fille s'installe sur le divan et m'invite à m'y asseoir. J'acquiesce. Elle s'étend de tout son long et dépose sa tête sur mes jambes. Regard soutenu. Je lui dis que je la trouve belle. On rit. Elle me dit que je suis délicieuse. Je trace un chemin avec mon doigt le long de son ventre, passant par sa poitrine pour finir sur sa bouche. Elle se relève un peu et m'embrasse. Elle goûte le melon sucré et le désir. Elle se met en petit bonhomme près de moi et continue à me toucher de sa langue sur mes lèvres, dans ma bouche, s'enivrant de ma langue, s'arrêtant par moments juste pour me regarder. Je prends son visage avec mes mains pour lui témoigner mon envie d'elle. Je la veux. Je la prends. Gars et Chum s'installent confortablement dans le sofa adjacent et nous contemplent, les yeux gourmands et l'envie fiévreuse qui fait gonfler leurs membres. Je retire le pantalon de fille. Je donne des baisers à tout ce qui était précédemment caché et m'arrête sur sa culotte. J'ouvre ses cuisses et les lèche doucement. Je me dirige vers son entrejambe, 1 centimètre à la fois. J'explore son fruit à travers le tissu qui le voile à peine. Pression ici et là, elle bouge son bassin. Ce jeu lui plaît. Entre ses cuisses, je fais monter la tension. Je lui retire sa culotte et la visite de mes doigts. 1, 2. Miam. Ma langue s'entremêlant au rythme de mes doigts, je tiens le tempo que j'arrime au son qu'elle produit. Comme si j'avais toujours joué de son instrument, elle vient plus vite qu'elle ne le croyait. Sourire. Ses mains me prient de rejoindre sa bouche. Sa musique me traverse. Les garçons s'expriment de wow et de rire médusés. Gars passe derrière moi et s'ajoute au fun. Il regarde fille et moi nous embrasser et nous dit on le fait bander. Combustion dans mon corps. Il met sa main dans mes cheveux et me serre au passage un French qui donne soif de l'océan qui se trouve dans ses yeux. Je le veux. Je suce des queues. Étonnamment, c'est un extrait où je crois, en tout cas, là, je ne vais pas non plus vous décevoir, mais je crois que cette phrase-là n'y sera pas. Mais il y a quand même Des autre choses. chose. Oh, quand même. Le corps avant tout le reste, autre forme de terrorisme. Je suis tellement écœuré qu'on ramène les modèles masculins aux gars photoshopés qui vont faire la couverture du prochain Fugue. Cheveux courts, gueule carrée au possible, parfum annoncé sur le panneau réclame à côté du pont Jacques-Cartier. Si vous sentez bon, vous baiserez plus. C'est garanti. Sinon, argent remis. Pantalon acheté au Carrefour Laval, cellulaire en main. Toujours en train de regarder qui like ses statuts sur Facebook, qui lui a écrit sur Gay411. Mesdames, messieurs, bienvenue dans l'entrepôt à viande. Vous avez le choix entre le roast beef d'intérieur de ronde et le pastrami. Je réponds plus de ma peau. On a le choix entre être parfait ou être personne. Rien doit être plus gros que la normale. Faut fitter dans la communauté, soi-disant communauté. Les bears, les vieux, les intellos, ceux qui guédaillent pas aller-retour dans le village, à se pavaner comme des hosannas.
encore plus cheap que la vraie, qui était déjà une imitation, à guetter l'heure de sortie des bars comme des puces survoltées. Ce sont des curiosités, des bibelots qu'on regarde de loin ou qu'on manipule gauchement parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. J'ai toujours haï les bars. J'y suis à l'aise comme un béluga sur l'avant. Vestiaire, vidéo porno, souvent plus intéressant que tout le reste. Je suis pas fou des machines à sous, mais un jour, je pourrais essayer, me trouver en amant la fine pointe de la technologie. Tout est propre, tout est over. La soirée est encore jeune. Les drinks inondent la piste de danse. Les corps frétillent. On dirait des œufs miroirs dans du gras de bacon. Ça se regarde de haut. Ça se sent. Ça s'ausculte. C'est content de voir les losers sortir tout seuls à 3 heures du matin. T'es cute? Non, merci. Je te trouve cute. Envoie donc. OK, go chez toi, chez moi, à l'hôtel, dans les toilettes. Ici, right now, où je crève dans tes bras. Gymnastique du regard. Je suis un aveugle voyant. Les jeux de l'amour et du hasard, version Walking Dead. J'offre pas de garantie prolongée après le 3e verre. Qui veut m'en payer un 4e? Le truc, c'est d'aller aux toilettes quelquefois. On a l'air au-dessus de ses affaires. En regardant les autres, essayer de se matcher avec des agrès pas trop dégueux. S'envoyer en l'air pour mieux ensuite s'écraser sur 25 tonnes de béton armé. Le miroir des toilettes donne à voir le reflet flou de soi. À chaque beat du DJ, mon cœur s'arrête. Merci. C'est bon. Merci. On aurait le temps de prendre quelques questions. Alors, Juliette et Sayaka, je ne sais pas si vous voulez revenir en avant. Moi, je peux me tasser ou rester là, comme vous voulez. Je peux aller aux toilettes avant. Sure. Ben moi, je vous lancerais peut-être sur la question de l'humour, en fait. Est-ce que l'humour, c'est important pour vous quand vous écrivez? C'est quoi la place de l'humour dans l'érotisme ou la sexualité quand on écrit? Rire pendant le sexe, c'est bien. Et ça rend ça plus sincère. Je pense qu'en général, je trouve que la sincérité, c'est important dans le sexe, dans l'échange, dans le rapport d'écriture. Quand quelqu'un te lit après, moi, je pense que si t'es pour me lire, autant que tu y vois quelque chose auquel tu peux relate. Donc, pour ça, il faut que ce soit sincère, il faut que ce soit senti, il faut que ce soit juste. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais que j'aimais pas vraiment la poésie puis que je trouve ça poche. Au-delà de ça, c'est que souvent, je trouve ça pas sincère. Puis pas assez sale, puis pas assez dégueu, puis pas... Il y a comme trop d'ego dans la poésie. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important de pas se prendre au sérieux puis de rire de soi. Et donc, voilà. Ben, moi, j'adhère à cette idée-là, justement. Oui, il ne faut pas se prendre au sérieux et de mettre ça, justement, en scène dans l'écriture. Pour moi, l'humour, c'est extrêmement important. Ça permet aussi, on parlait justement de scénarios, on pourrait dire, ou de stéréotypes à décloisonner, à mettre à table. Ben, l'humour permet ça, justement, beaucoup, de façon féroce, du côté de la satire. Moi, je veux dire, c'est que, en fait, puis tous mes livres naviguent un peu entre ça, finalement. On pourrait dire, oui, des fois, c'est plus désespéré, mais en même temps, il y a un humour grinçant, méchant, qui fait pas beaucoup de concessions non plus. Puis en fait, oui, je peux rire, bon, ou me moquer, disons, d'une situation, d'une communauté, mais je m'épargne pas non plus. Donc, c'est ça aussi, je pense, la clé, c'est de se mettre aussi en scène là-dedans et de pas s'épargner ou d'en avoir une vision surplombante dans l'humour. La question était pour Sayaka. Oh yeah! Tu as mentionné d'être salvadorienne, que tes parents ne parlaient pas français, de la maladie mentale. Tu as mentionné plusieurs choses qui, pour moi, je vais tout rentrer ça dans l'intersectionnalité. Oui, absolument. Puis je me demandais, c'est quoi la place de... Comment est-ce que ça a de la place dans ton écriture ou dans ta perception à toi? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ce que tu as écrit ou pas vraiment? Oui, absolument. Je pense, on m'entend? On m'entend-tu? OK, parfait. Oui, absolument. Là, je pense que justement, tu sais,
mon origine salvadorienne, ou plutôt, disons, plus comme latino-américaine, il y a définitivement, tu sais, des legs ou, disons, des choses qui transparaissent dans mon écriture, tu sais, notamment le fait que, tu sais, un exemple rapidement par rapport à la culture latino-américaine, c'est que moi, je m'identifie comme une personne à genre, mais quand j'avais 15 ans, j'ai eu une quinceañera. Ce qui est vraiment fucking genré. Pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une fête de 15 ans pour les jeunes filles qui souligne, dans le fond, le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est comme un gros shit là, dans une salle de réception avec une robe de princesse, puis toute la famille qui vient, il y a 300 personnes, puis il y a une danse avec le père, puis c'est comme, il y a aussi tout un ode à la virginité, là, c'est fucking weird. Puis moi, j'ai vécu ça, puis ça m'a traumatisée. Mais en même temps, j'ai retenu beaucoup de cette tradition-là, notamment par rapport à l'exubérance, tu sais, parce que c'est tellement le luxe, là, puis tout est dans l'intensité, puis je trouve que ça ressort dans mon écriture, notamment, tu vois. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai retenu de bien, de ce trauma-là. Sinon, c'est sûr que, tu sais, je pense que toute la douleur qui est intergénérationnelle, tu sais, mes parents ont vécu la guerre civile au Salvador. Je pense que moi, je crois vraiment à la somatisation des corps par rapport à ça. Je sais que quand j'ai commencé mon parcours littéraire, j'étais beaucoup intéressée par la post-pornographie parce que je voulais un peu lutter dans le sens de l'instrumentalisation, de la fétichisation, par exemple, de la femme latino-américaine dans la pornographie de masse. Puis ça m'a frustrée, puis j'ai créé des œuvres numériques où justement je mettais en scène, tu sais, une autre façon de percevoir ces corps, tu sais, racisés. Tu sais, je suis conscient qu'étant une personne queer, affable et racisée, je suis fétichisée, je suis perçue d'une différente manière, puis je pense que de m'insérer dans ma propre conception de la sexualité, pour moi, c'était une manière de revendiquer mon autodétermination en tant que personne issue de différentes marginalisations. Je sais pas si ça répond à ta question. Bravo! Alors, si... Ah oui? OK. Bonsoir. Avec toutes vos expériences, toutes les recherches que vous avez faites pour votre littérature, pour vos œuvres, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait le tour un peu de l'imaginaire ou comment vous arrivez justement à toujours nourrir cet imaginaire et à découvrir de nouvelles choses en termes de sexualité? Le tour ne sera jamais fait jusqu'à ce que je respire plus. Je suis même vraiment curieuse de savoir comme quand je vais être vraiment vieille, comme de quoi ça va avoir l'air, la sexualité. Puis je pense que comme n'importe quelle discipline, tu sais, moi, je fais du design dans la vie, ben je me nourris de culture, je me nourris d'aller dans des musées, de jaser. Je veux dire, la sexualité, c'est un peu la même chose. C'est du vivant, c'est du mouvement, c'est d'en parler ce soir avec vous. C'est ce que je lirai plus tard ou que je consommerai plus tard en vidéo ou ce que je ferai avec un amant ou un partenaire ou une partenaire. Il y a comme toujours un renouvellement, puis après ça, ben, on évolue, un peu comme quand tu lis un livre quand tu as 15 ans, puis tu le relis 15 ans plus tard, tu es à une autre place. Fait que il y aura toujours un nouveau regard sur la sexualité parce que c'est ça, c'est en mouvance continuelle, je pense. Ouais. Pour bondir là-dessus, moi, je pense pas non plus que je vais faire le tour de ça, justement, de la question de la sexualité, parce que oui, il y a mon vécu, justement, que je m'enseigne dans mes textes, mais je m'intéresse aussi à ce qui existe déjà, donc au déjà là. Tu sais, je pense entre autres aux petites annonces. Moi, sur des sites de rencontres, ça m'a toujours fasciné. D'ailleurs, j'ai Et ton dédié. livre est incroyable. J'y ai consacré un livre aussi qui est. Justement, on parlait tout à l'heure, tu sais, d'expérience. C'est toi qui parlais de vomi, je pense, mais tu sais, c'est un livre qui peut. Moi, je pense, en fait, il y a des gens qui me disaient, tu sais, genre, j'ai lu ça, mais rendu à la page 60, j'étais un peu écœurée. Mais c'est ça aussi que je voulais, c'est-à-dire, on atteint, je pense, avec ce livre-là, une saturation. Mais comme on en atteint aussi en lisant, tu sais, des profils qui disent, ben, tu sais, je me fais péter à rondelle, je veux rencontrer un gars dans, tu sais, toutes sortes de tripes, ben, c'est ça aussi, donc, que j'ai voulu traduire en livre. Donc, moi, je m'intéresse de plus en plus à ces matériaux-là, disons, peu nobles, à ce qui existe déjà, à ce qu'on ne retrouverait pas normalement dans un livre. Donc, ce qu'on ne trouverait pas normalement dans un livre ou qu'on n'utiliserait pas comme matière première, ça m'intéresse. Donc, je pense que tant aussi longtemps que ça va exister, j'en ai encore à épuiser. Ouais. Mais justement, en parlant de saturation, moi, ça fait 10 ans cette année que je fais de la porno ou du sex work en ligne en plus de travailler en personne. Donc,
au-delà d'avoir consommé énormément de pornographie, il a fallu aussi que je fasse beaucoup de... Créateuriste de contenu. Ouais, Hein, c'est n'est-ce ça. pas? Et donc, à la fois, je suis quelqu'un qui a consommé beaucoup de porno mainstream, mais j'en ai aussi fait à ma manière, donc pas nécessairement de manière mainstream parce que je reste comme travailleur autonome là-dedans. Puis comme, c'est drôle parce que j'ai participé à un événement en début de semaine pour Exposine qui avait pour terme la post-pornographie, où justement, ben, dans la définition de la post-pornographie, il y a ce côté-là où l'excitation sexuelle n'est pas le but et n'est généralement pas vécue lors de consommation ou la création de post-pornographie. Dans mon cas, c'est comme l'inverse. On dirait que c'est avec le temps quelque chose. Moi, tout ce qui sortait en fait du modèle traditionnel pornographique, c'est un des seuls espaces en fait où je trouve encore de l'intérêt, où j'ai encore de la curiosité. Ça, puis le fétiche, le kink, le fétiche, des pratiques qui sont plus marginales, ou des compagnies, par exemple, pornographiques comme Four Chambers, qui sont vraiment dans une pratique du symbolisme artistique aussi, de l'érotisme, puis du sexe, puis avec une pluralité aussi, une diversité des corps, une diversité des kinks, des intérêts, de l'image, du traitement de l'image, des techniques cinématographiques. En tout cas, bref, moi, je capote, là. Je vous le recommande tous. Je pense jamais que je vais faire le tour parce que j'ai espoir que de plus en plus de gens vont être capables de toucher et de dénouer, en fait, c'est quoi qui les intéresse. Puis, hopefully, dans ce monde-là, il va y avoir du monde qui vont créer, justement, quelque chose avec ça. Puis qui vont se mettre out there, que ce soit sur Internet ou par la littérature, par le cinéma, sortir de cette espèce de sentier battu mainstream. Puis donc, m'offrir des nouvelles choses à consommer. Je compte sur vous. Puis c'est quelque chose que je m'efforce aussi de faire à ma manière, tu sais, avec la capacité que j'ai, qui n'est pas tout le temps évidente dans ma propre pratique pornographique. Mais oui, je pense qu'on a le... Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, la phrase « Si vous avez déjà pensé, il y a quelqu'un qui a fait un porno à propos de ça. » Ben, je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore touchées parce qu'on ne sait même pas encore qu'ils existent, comme tu as dit. Oh, c'est my chaud. God! Comme tu as dit, moi, dans 40 ans, si je continue à être en vie, le rendu là, ben il y a beaucoup de choses que je suis capable de projeter, en fait, comme ancrées dans le possible et le réel, qui vont être possibles et réels technologiquement ou idéologiquement. Des choses vont avoir shifté aussi, puis il va y avoir une place différente pour la porno. Je sais pas quelle forme elle va prendre, si on va être rendu absolument dans le AI, dans le VR absolu, qui aura plus ce besoin de toucher physique et tout. Comment est-ce que la sexualité va se manifester dans ça? On refait-tu un panel dans On 40 ans? refait-tu un panel? Mais ouais, fait que... Je pense qu'il y a une saturation puis une carentite possible. Je pense quand même qu'il y a encore plein de choses inexplorées. Clairement. Puis dans mes fanzines, je fais ça aussi. Moi, je découpe plein de petites annonces. C'est drôle. C'est qu'il y a, il y a un lien. Puis moi, c'était vraiment un effet voulu aussi. Tu sais, Ouais. moi, j'ai pas été saturant, l'écrivant. Là, tu sais, il aurait pu faire 800 pages, le livre. Là. Puis même, j'en ai encore écrit, mais je pense que c'est chez les lecteurs, lectrices. Puis pour être honnête, ben, je suis assez content parce que je me dis, quand on lit quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose. Moi, lire un livre, puis me dire, ben c'était bien. Mais s'il n'y a pas plus que ça, tu sais, si on n'a pas un choc esthétique, ça nous a vraiment déplu, ça nous a mis en colère. S'il ne se passe pas quelque chose, l'effet est un peu raté, finalement. Ce n'est pas un livre, en tout cas, c'est un livre qu'on a traversé, qui nous a traversé, mais dont on ne garde rien, finalement. Je trouve ça... Ben, tu sais, merci pour ta question par rapport à l'intersectionnalité parce que moi, je parle pas souvent de mes problèmes de santé mentale. Puis je pense que par rapport à comment je vis ma sexualité, tu sais, étant une personne psychotique, ça veut dire que souvent, tu sais, mon rapport à la réalité est assez troublé. Tu sais, je me promène souvent entre ce qui est fiction et réalité. C'est vraiment difficile. Donc, puis ça empire avec le temps. Donc, forcément, mon rapport à la sexualité va toujours changer. Puis je sais même pas de quoi ça va avoir l'air demain, tu sais. Fait que c'est quelque chose que, genre, j'ai de la difficulté, moi, à me projeter dans le futur à cause de ça, mais en même temps, d'une bonne chose,
c'est que ça me permet de le concevoir comme quelque chose de fluide, dans le sens où ce n'est pas statique dans une époque temporelle, c'est quelque chose qui change à toutes les secondes, puis j'ai juste appris à embrasser ça, puis à l'accepter, puis en fait, à me laisser complètement aller par ça, mais tu sais, c'est quand même quelque chose tu sais, quand tu as des problèmes de santé mentale, la sexualité, c'est complètement différent comment on le perçoit, puis ça nous affecte dans la façon qu'on le vit, mais moi, ça m'affecte aussi dans la façon que je l'écris, parce que des fois, ce que j'écris, ça devient réel aussi. Donc, tantôt, je vous ai lu un extrait de mon livre, puis c'est des choses que, tu sais, on le voit sur papier, puis c'est des images, mais pour moi, c'est des choses qui peuvent être dans la même pièce que moi, là, littéralement, là. Donc, c'est difficile. Donc, j'ai de la difficulté un peu à me projeter, mais parce que ça m'habite autant, pas que je suis obsédée, là, mais un peu peut-être, mais ça va toujours m'habiter, ça va toujours être dans mon esprit, puis je vais toujours essayer d'aller à la rencontre de ça, même si c'est quelque chose qui me semble étranger, qui me semble inconnu. Puis finalement, je pense pas que j'ai fait le tour, mais honnêtement, j'ai vraiment la difficulté à écrire depuis 5 mois, j'écris pas. Je pense que pour moi, l'écriture, c'est un processus vraiment douloureux aussi. Fait qu'on dirait qu'il faut que je prenne une pause, puis il faut que je revienne après. Mais je pense que aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai été initiée rapidement à l'univers BDSM, puis beaucoup dans la dynamique soumission et domination, mais comme pendant 5 ans, là, mais quand j'étais vraiment trop jeune. Fait qu'on dirait que maintenant, ça se manifeste constamment. Genre, tout ce que j'écris, genre dans mon livre, ça ressort avec les tensions entre moi et la machine et Dieu, moi et Dieu. C'est partout, ça. Mais en même temps, je veux dire, I'm not mad about it. Je pense que c'est intéressant à explorer, à découvrir. Je pense qu'au-delà de l'univers BDSM, ce sont des tensions relationnelles qui existent dans le quotidien aussi. Fait que je pense que c'est intéressant d'y aller, puis pourquoi pas de l'explorer avec la sexualité. Donc, c'est ça ma réponse. Ouais, bonne réponse. On va s'arrêter là pour l'instant, même si j'ai l'impression qu'on pourrait parler un autre 4 heures. Alors, merci beaucoup pour votre attention. C'était incroyable. Merci à vous 4 pour votre générosité. C'était extraordinaire. Merci, public! Merci, public! À quoi tu jouis est une production du Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Laïma Bouraja-Gérald. Nos invités étaient Juliette Langevin, Sayaka Arani-Vayanez, Nathalie Anne Roy et Nicolas Giguère. À la recherche, Justin Roy et Laïma Bouraja-Gérald. Chargée de projet, Anne-Marie Soucy. Au son, Paloma Daris-Bécotte. À la direction artistique, l'éclairage et la captation vidéo, Samuel Barriot. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. La musique originale est signée Mike Clé. Merci à Malinki, nos merveilleux voisins, pour l'équipement d'éclairage. Un grand merci à Geneviève Bergeron pour sa vision. Et finalement, un grand merci aux équipes de la librairie Un livre à soi, du Club Sexu, de Salon dans la ville et du Salon du livre de Montréal.